Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bruce Joigny, pilote émérite et co-animateur de Top Gear France aux côtés de Philippe Lelouch, Leton et Luc Alphand. Il nous raconte son enfance entre examination des compteurs de toutes les autos et motos pour déterminer lequel monte le plus haut. Il nous révèle d'ailleurs la grande gagnante de l'époque, ses débuts en karting ou encore les autos super cool de son père. À travers cet épisode, il revient aussi sur ses débuts en course jusqu'à la F3 britannique et son terrible accident à Truxton qui l'a profondément marqué. Par ses nombreuses anecdotes de course plus ou moins joyeuses mais toujours captivantes, Bruce nous livre sa vision de passionné de la course automobile tout en laissant entrevoir cette approche technique qu'il en a. Cet épisode est d'une telle richesse que vous découvrirez certainement beaucoup de choses sur Bruce et le monde de la course par la même occasion. Mais n'ayez crainte, nous avons aussi évidemment parlé de Top Gear, de la logistique impressionnante que cette émission implique et des nombreuses fois où Leton a failli y laisser la vie en tournage. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Bruce fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous avez aussi tous les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'écouter à découvrir si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Bruce. Salut, comment ça va ? Super, je suis ravi de t'accueillir dans La Boîte à Gants. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? 2 mots, Bruce Joigny. Voilà. En 2 mots, écoute, je suis un ancien pilote automobile qui travaille toujours dans le milieu du sport automobile, dans différents axes, dans la simulation, un peu dans le management. Et puis évidemment, je présente aussi une émission de télé qui s'appelle Top Gear France, avec 3 comparses, qui sont Philippe Lelouch, Tone et Luc Alphand. Et puis voilà, ça fait plus de 2 mots, mais en résumé court, c'est ça. Avant tout, tu es un passionné automobile. Ça a commencé très tôt, dans l'enfance. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça s'est goupillé pour toi ? Ouais, bien sûr. Alors curieusement, je suis pas complet. Évidemment, j'aime l'automobile et j'aime la mécanique en général, mais je suis pas complètement passionné d'automobile. Je suis passionné par la technique et le sport automobile en général et la compétition automobile et évidemment les véhicules de course. Mais c'est quand même très proche de l'automobile du quotidien. C'est pas complètement proche, mais voilà. C'était juste pour souligner ça. Comment ça m'est venu ? Ça m'est venu jeune. En fait, tout petit, j'étais un petit peu obnubilé par la vitesse par la vitesse en général, mais surtout des voitures et des motos. Donc quand je me baladais dans la rue à Paris, parce que je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, je regardais tous les compteurs des voitures pour voir lequel allait le monter le plus haut, et des motos. Et je me souviens à l'époque, il y avait la 1100 GSX-R Suzuki là, et ça, c'était 320 plus une barre. Donc j'étais un petit peu obsédé par la vitesse, puis je demandais toujours à mes parents à quelle vitesse vole une abeille, se déplace tel animal, etc., etc. Je voulais mettre un chiffre en fait sur la vitesse. Et puis après, plus tard, je posais quand même souvent la question à mon père, savoir si c'était difficile de conduire, parce que je voyais qu'il fallait utiliser les mains, les jambes en même temps et faire plusieurs actions. Donc ça m'interpellait un petit peu. Et puis un jour, je me suis retrouvé sur un circuit de karting avec mes parents, un peu par hasard. Et je voulais absolument essayer d'en faire, mais j'étais trop petit, j'avais pas pu en faire. Puis une autre fois, de nouveau un peu par hasard, mes parents n'étaient pas passionnés du tout d'automobile, mais de temps en temps, il y avait une piste de karting à l'extérieur de Paris, puis on était allé faire un tour. Et il pleuvait ce jour-là, et puis j'ai insisté lourdement pour pouvoir le faire. Du coup, il y avait un des mécaniciens de la piste qui a pris un kart, qui a dit tu me suis. Il pleuvait la première fois que j'ai roulé, et c'est comme ça que j'ai démarré le karting un peu par hasard une fois, voilà. Puis après, ça s'est enchaîné. T'avais quel âge à ce moment-là, là, quand tu commences ? Là, j'avais 8 ans. Là. 8 ans. J'avais 8 ans. Mais je commençais pas encore, en fait. C'est un T'as petit juste peu roulé plus une tard. fois ? Ouais, j'ai juste roulé une fois. Et une autre fois, encore une piste de karting, comme quoi il y avait des signes avant-coureurs, ou je sais pas, on essayait d'envoyer un signe, mais en allant à la montagne, un hiver, on est passé par Lyon, on avait des amis qui venaient avec nous, et c'était un samedi ou un dimanche matin, qui se sont aussi arrêtés une piste de kart, et ils ont dit « Arrêtez-vous, on s'arrête, on fait un petit coup ». Et je crois que je n'avais pas roulé cette fois-là parce que j'étais de nouveau un petit peu petit, je devais avoir 9 ans ou quelque chose comme ça.
Mais malgré tout, je savais qu'il y avait une piste de kart à Lyon. Donc mes parents ont pris un commerce dans la région lyonnaise et tous les samedis on y allait et je savais qu'il y avait une piste de kart pas très loin, donc je attrapais le pantalon de mon papa, je le tirais, je voulais aller à la piste de kart. Et puis pendant plusieurs mois on a fait du kart de loc tous les samedis matins, ce qui a saoulé mon père et du coup il m'a acheté un kart d'occasion quand j'avais 10 ans. Pour Noël ? Pour Noël. Oui, pour Noël, absolument. Et puis j'ai commencé comme ça avec ce kart. C'était un châssis MG avec un moteur RKD. RKD, c'était les moteurs pour les minimes cadets de l'époque. Et voilà. Et puis j'ai démarré le karting là avec mon kart de loc. Je venais rouler souvent. Et puis le patron de la piste de Lyon, Biancal, nous a dit plusieurs mois après, il nous dit dans quelques semaines il y a une course. Ce serait peut-être bien qu'il y participe parce qu'il commence à se débrouiller. Puis comme ça il pourra se mesurer aux autres. Et puis j'ai fait ma première course à Lyon en cadet. J'ai terminé 3e. Et puis après ça s'est enchaîné. L'année d'après j'ai fait le championnat de ligue et c'était lancé. Surtout qu'en parallèle tu m'avais dit qu'il y avait aussi un moment assez marquant, c'est la première fois que tu vas aux 24 heures du Mans. Oui. T'as 11 ans, c'est ça? Oui, absolument. Je crois que c'était ma première année où j'ai commencé à faire de la compétition en karting pour mes 11 ans. Parce que je suis né au mois de juin et le week-end de mes 11 ans il y avait les 24 heures du Mans et on avait des amis très proches dans la région du Mans qu'on voyait tous les week-ends à la campagne. On avait une maison de campagne à l'époque et donc ils nous ont invités à venir au Mans. On a passé le week-end pour mon anniversaire, il y avait les 24 heures et je suis donc allé en spectateur voir les 24 heures du Mans et j'ai des souvenirs très précis de cette course. C'était la première course automobile que je voyais, à laquelle j'assistais en fait. Et il y avait que des protos et il y avait les Mazda à moteur rotatif qui faisaient un moteur ultra strident. Il y avait les Aston Martin aussi des protos qui faisaient un bruit ultra sourd. C'était incroyable. C'est un vrombissement, comme un tremblement de terre en fait. Et tous ces protos qui roulaient, il y avait des Porsche 962 encore. Et je me souviens d'une voiture en particulier, parce qu'on était dans les virages Porsche quand on regardait les voitures un long moment, parce que le fameux pote de mon père, qui est Didier, qui était là-bas, louait des caravanes aux concurrents des 24 heures du Mans. Du coup, il avait des passes pour aller partout sur la piste. Donc, on allait dans la ligne droite de Hunaudière, dans des spots où on n'a pas le droit d'aller. Et puis, on s'est posé au virage du karting, dans les virages Porsche. Et je me souviens de voir passer une Porsche rose, qui était la Porsche de Bob Bolek. Et la déco avec un sponsor japonais sur le côté m'avait un petit peu interpellé. Et du coup, je regardais passer cette voiture à chaque fois qui passait hyper vite dans le virage du karting. C'était ma première course automobile. Mais c'est celle qui est la plus marquante, en tout cas, avec tes yeux d'enfant. En fait, c'est même la seule que j'ai vue. Et après, j'ai revu les 24 heures du Mans en plusieurs reprises, parce que évidemment, on allait au Mans chez nos amis quand ça repassait. Mais en vrai, j'avais jamais vu de course automobile avant, ou que ce soit, ni de rallye. Mes parents venaient pas du tout d'un milieu automobile. Et j'ai découvert les courses automobiles quand j'ai commencé à rouler en fait après ma carrière en karting. Mais en parallèle, tu as vu quand même ton père faire le Dakar. Oui, alors c'est assez marrant parce que à l'origine ma mère était allée en Afrique quand elle était toute jeune, quand elle était enfant, et elle rêvait de retourner en Afrique. Mes parents aimaient bien l'automobile. Tu vois, mon père dans les années 80 il avait un business qui marchait bien et du coup on a eu plein de bagnoles hyper cool. Lesquelles par exemple? On a eu un coupé 535i BM de l'époque avec les jantes BBS dorées. Trop cool. Elle était noire, elle était magnifique. On a eu ça, on a eu une R5 GT Turbo, on a eu une Clio Williams. On a eu plein de Range Rover, mais ils étaient préparés chez ETT. Donc il y en avait un. Le premier, il faisait genre 200 chevaux. Après, on en a eu un qui faisait 350 chevaux. Bref, mon père aimait bien les caisses. Et on a eu un Range Rover décapotable, truc improbable. Et après, mon père, il a acheté une. On a eu pas très longtemps, mais on a eu une 560 SEC AMG. Pas la wide, ouais. Juste la normale. C'est Joey Stark qui serait content d'entendre ça. Ouais, carrément. Et elle était noire aussi, noir métal. C'était une super caisse. Il l'a pas gardée malheureusement. Ce serait cool de l'avoir gardée. Et puis après, c'est tombé un peu en gamme. Ils étaient un peu plus raisonnables et on a eu rien d'exceptionnel. Moi, j'ai une Polo Litis, c'était ma première caisse. Mais c'était génial, c'était cool. J'avais bossé, je m'étais acheté des jantes OZ dessus, j'ai mis des Pirelli Drago. J'ai des souvenirs précis. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que t'as une mémoire assez incroyable. Ouais. Et mon père a acheté une Audi 1.9 TDI, une A3 1.9 TDI. Après, voilà, c'était tout calme. Et après, j'ai hérité de la diesel et il a acheté une 1.8 T 180 chevaux qui était pas mal. Mais voilà, il y a eu quelques années où effectivement, quand il était plus jeune, il avait eu des voitures qui claquaient un peu. Donc pour revenir à ce fameux Dakar. Ouais. C'est quoi l'histoire qui est un peu derrière? Alors l'histoire, c'est que c'est ma mère qui voulait retourner en Afrique
et puis faire le Paris-Dakar. C'est ma mère qui devait y aller en fait. Et puis finalement, mes parents bossaient ensemble. Ils bossaient dans le prêt-à-porter féminin. Comme quoi, rien à voir avec l'automobile. Et ma mère avait trop de boulot. C'est elle qui faisait le design. Elle avait beaucoup. Elle avait une grosse charge de travail et de responsabilité dans la boîte. Et elle a dit à mon père, je peux pas y aller, pas maintenant, c'est pas le bon moment. Il y a tout le design de l'été qui arrive et tout ça. Et mon père, qui aimait bien conduire aussi, qui avait pas du tout de notion de pilotage, il s'y est collé. Il conduisait dans la campagne. Avec les ranges, on allait dans la gadoue, le machin, tout ça, ça le faisait marrer de rouler un petit peu dans la terre. Mais il avait pas d'autres notions. Et puis finalement, c'est lui qui est allé. Surtout que c'était en quelle année là 88. 88. Mhm. Il y allait en fait, comme tu disais, sans aucune notion, mais c'était Poireau. C'était aussi poireau. Ça, c'est le vrai terme. C'est une année aussi où tu m'expliquais, c'était une année où il y a eu beaucoup d'abandon. Oui, en fait, cette année-là, en 88, il y a peut-être des gens qui se souviennent, il y avait 680 ou 690 engagés, il y a eu 350 abandons dans la 5e spéciale, qui était entre Assim Messaoud et Taman Rasset, ou un truc comme ça. Assim Messaoud, c'est sûr, et l'autre spot, je sais plus ce que c'était. Et il y avait notamment les Buggy Kouros, avec Hubert Auriol, voilà, qui est décédé il y a peu, voilà. Qui avait abandonné, qui étaient des voitures assez emblématiques, qu'on attendait à l'arrivée, évidemment, en plus bien placées. Et voilà, et il y a eu un peu un scandale cette année-là, parce que quand tu as des gens qui payent cet engagement, puis qu'à la 5e spéciale, ils sont plus là, je crois que c'était le 7e jour, donc même pas à la moitié du Dakar, il y a eu énormément d'abandon, dont mon papa, qui s'est planté là, avec un Pajero de 92, un turbo diesel 92 chevaux, c'était compliqué. Et voilà, donc j'ai vécu le Dakar et je crève d'envie de faire le Dakar. J'ai pas eu l'occasion de le faire ou de monter ce projet encore, mais ça viendra avec l'âge. Mais surtout qu'en plus à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu pouvais pas suivre l'avancée de ton père, donc c'était par la télé en fait. Ouais, c'était la télé, pas de portable non plus. Non, tous les soirs à 22h je crois, il y avait le journal du Dakar sur la 5. Je me souviens la 5 à l'époque, c'était un 5 bleu avec une étoile jaune. Et on attendait ça tous les soirs avec ma mère. On regardait le journal du Dakar avec l'espoir de le voir. Bon, évidemment, quand t'es un poireau et que t'es à la queue leu-leu, tu vois rien, mais tu te mettais quand même un classement à la fin, puis on regardait. Et ouais, c'est des souvenirs assez présents. Et si quelqu'un écoute ce podcast et a possibilité de te faire rouler sur le Dakar un jour, le message est passé. Ouais, absolument. Et comment ça se passe en fait pour revenir un peu à la course, parce que tu l'expliquais tout à l'heure, tu te mets aux cartes. Ouais. Comment ça se déroule un peu pour toi? Tu avances gentiment tu montes en niveau en fait. Jusqu'à quel moment? En fait, le kart, ça a duré en gros de 91 quand j'ai débuté. L'année d'après, j'ai fait championnat de ligue, donc à 92, j'étais en cadet, championnat de France. L'année d'après aussi. En gros, j'ai été champion de Ligue Rhône-Alpes 3 fois. J'étais au championnat de France. J'ai fait 3e au championnat de France junior en 93. 94, ça s'est pas très bien passé. Et puis après, j'étais en Formule 1 en championnat d'Europe en 95. Donc une évolution en karting où il y a des années qui étaient plutôt bonnes. 93, je me souviens d'avoir gagné. J'ai fait 18 amicales, 18 courses régionales, j'en ai gagné 13 cette année-là. Ce qu'on appelle une razzia, quoi. Ouais, c'était une bonne année. Il y avait voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quelques bonnes saisons. Et puis après, il y a un passage un peu automatique. Le championnat d'Europe, c'était un peu compliqué à l'époque, parce qu'il fallait des pneus un peu particuliers, sans rentrer dans le détail, mais juste pour revenir pas été au mondial. Sur 93, tu m'as raconté une anecdote particulière, un fait de course, t'as un accrochage, et il se passe quelque chose d'assez particulier. Ouais, absolument. En fait, en 93... Attends, je te dis une bêtise. C'est 94 où je fais le podium au championnat de France. Et 93, en fait, c'est en 93 où je me suis accroché aussi au championnat de France junior. Ok. On se battait dans le top 10 avec une petite bande de furieux, là, Michel Peurière, je sais plus qui y avait dans la bande là. Il y avait Arnaud Sarrazin et David Terrien qui avaient gagné d'ailleurs cette année-là, David Terrien, chez lui à Laval. Et à un moment donné, je me retrouve en course avec à vouloir doubler un gars là, qui s'appelait Cédric Jouve. Et je tente un dépassement à un endroit où ça passe pas, il me ferme un peu la porte, on s'accroche. Bref, c'était la finale. En plus, je crois que j'avais fait 6 ou 5 à la deuxième manche. Là, c'était la dernière manche, donc c'était plutôt pas mal en première année. Et donc, je m'accroche avec ce type, et puis ça monte un peu, c'est le dernier virage à Laval avant le retour de la ligne droite. Et Laval en Mayenne. Laval en Mayenne, ouais. Et j'essaye de repousser mon kart dans la montée, puis j'y arrive pas. Et il y avait un autre gars qui était là,
qui était, je crois, dans le même accrochage que j'ai plus ou moins généré avec l'autre gars ou l'autre, où il s'était planté le virage d'avant, le tour d'avant. Et il est venu m'aider à essayer de pousser mon kart dans la montée. Donc je l'ai remercié et tout. Et puis ce gars, c'était Anthony Gueza, qui par la suite est devenu mon meilleur pote. Et en fait, Anthony, l'année d'après, je faisais le Grand Prix international de Nice et lui était de la région, il était de Grasse, et le Grand Prix se déroulait à Grasse d'ailleurs, sur une petite piste de kart dans les hauteurs. Et, je crois voir où elle est celle-là. Ouais. Grasse, c'est la ville des parfums pour nos auditeurs. Ouais, c'est donc la RPI niçois, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et ouais, je vois très bien cette piste. Voilà. Et donc, je fais ce Grand Prix et il était là. Et du coup, j'étais hyper content de le revoir. Et puis, il y a eu un vrai coup de foudre amical, si tu veux. Et je me souviens, on avait fait la course ensemble. Ça s'était bien passé. Et puis, il y a ses parents qui étaient là, mes parents qui étaient là. Et puis, nous, on n'arrêtait pas de se parler. Et puis, je lui ai dit, écoute, viens, cet été, si tu veux, viens en vacances à la maison. On n'est pas loin. Et puis voilà, il est venu et puis c'est devenu un de mes meilleurs potes. Tous les étés, il venait passer du temps à la maison, il venait à Paris me rendre visite, passer des week-ends de temps en temps. Et on a attaqué l'automobile ensemble, lui un petit peu plus tôt que moi, parce qu'il avait 2 ans, 1 an et demi de plus que moi. Et il avait fait de la Formule Ford, il a fait de la Formule Renault au début, un peu de Formule Ford, il était champion de France de Formule Ford, après il passait à la Formule 3B, il avait pas un rond, mais tout le monde voulait l'aider parce qu'il était vraiment hyper attachant et vraiment c'était un vecteur pour tous les gens qu'il rencontrait. Donc il arrivait à avancer dans sa carrière en n'ayant pas une thune. Donc c'était vraiment un personnage. Et malheureusement avec Stéphane Salaz qui était un pote à lui dont le papa avait AGS Formule 1, ils ont eu un accident de la circulation mortel. Et donc j'ai perdu mon meilleur pote en course automobile, d'où sur mon casque les étoiles jaunes que j'ai sur le côté et une partie du design. Tout le monde me demandait encore il y a pas très longtemps, enfin quand on voit mon casque, pourquoi t'as le drapeau européen sur le côté. C'est pas le drapeau européen, c'était un design qu'avait Anthony sur son casque sur le côté et qui avait à peu près les mêmes couleurs que moi. Il avait beaucoup de jaune et de bleu et mon casque est principalement jaune et bleu. Et donc j'ai décidé de prendre ces couleurs avec moi pour qu'il continue un peu le sport automobile. Voilà. Ouais, ça fait sens. Et si ce podcast peut être aussi un hommage à Anthony, c'est ouais, absolument. Il est avec moi, il est avec pas mal de gens. On avait créé une association pour l'élan Anthony Gueza justement. Et donc il a laissé une belle marque et une belle empreinte dans le sport auto en France. Et je pense que ça a aussi eu peut-être une influence sur la suite de ta carrière, parce qu'on parlait du kart, mais donc en 95 tu passes on va dire au grade au-dessus. Ouais. Avec sûrement la force d'Anthony de cette manière. Qu'est-ce qui se passe un peu à ce moment-là ? Alors là, 95 c'est l'année de transition. J'ai refait du karting. J'ai de nouveau fait le championnat de ligue qu'on a gagné. Mais c'était un peu la fin du karting. L'année d'avant, il y a eu une petite déception. On n'avait pas été au mondial parce qu'on n'avait pas réussi à avoir des pneus comme il fallait. Et puis surtout, c'était une déception parce que le mondial se courait à Valence et que c'était ma piste de prédilection, c'était ma piste d'entraînement. Mais donc on gagne le championnat de ligue, mais je fais pas le championnat de France et j'arrête le karting un peu à la mi-saison. Et en fin d'année, je fais mes premières courses en Formule Renault, championnat B, avec le TCS Racing et Fernand Chistel, pour la petite histoire. Et voilà. Et puis je fais le championnat B où il y a quand même pas du tout le même niveau qu'en A, mais disons que pour débuter c'était pas mal. Et puis je fais Le Mans et je gagne ma première course. Et puis je fais le Castellet, c'était les finales Renault. Et aussi je gagne en B1 bien évidemment. Et puis voilà, c'était le début de l'automobile. Et puis en 96, Formule Renault de nouveau. Toujours avec une voiture. Attends, je te dis pas une bêtise. 95, non, je fais une course en 95, puis 96, je fais quelques courses en B de nouveau. Sachant que juste pour expliquer pour nos auditeurs, quand tu es en B, tu as des voitures qui sont aussi moins performantes qu'en A. Oui, c'est les anciennes voitures, ouais, absolument. C'est des voitures qui sont vieilles. En l'occurrence, on gardait les châssis 3 ans. Donc en général, c'est des voitures qui sont plus vieilles de 3 ans, avec le même moteur, mais qui ont vieilli déjà et puis qui n'ont pas tout à fait les mêmes technologies ou pas les mêmes évolutions. Donc voilà, je passe un temps, ça végète un peu en Formule Renault parce que c'était le début de l'automobile. Et 80, putain, j'ai des dates. Tu vois, tu disais que j'étais précis l'autre jour, mais en fait, je suis pas si précis que ça. 95, je crois que j'en fais une à la fin de l'année. 96, parce que je cours jusqu'en 99. Alors, 99, c'était le A, 98, le B, 96, 97.
Alors 96, c'est ça. Je fais une saison complète en B avec le TCS. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai quel âge? J'ai 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans. Et en gros, je passe 2 années à faire du championnat B. La deuxième année avec une vieille voiture, mais en m'inscrivant en championnat A, de façon à pouvoir me battre avec d'autres gars, enfin à me battre pour le championnat. Et ça se passe pas trop mal parce que je fais mon premier podium. Malgré l'écart de matériel? Ouais, malgré l'écart de matériel. L'année d'avant, j'étais rentré dans le top 5-6, mais à l'époque, il y avait plus de 30 bagnoles en Formule Renault. Il y avait toute la filière Elf. La filière Elf, ils étaient 12. Donc, il y avait les Romain Dumas, il y avait Romain, il y avait Cochet, John Cochet, un illustre inconnu, qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. C'est pour ça que je rigole. Qui écoute le podcast. Voilà, loin d'être un illustre inconnu, puisqu'il il a été pilote essayeur Prost Grand Prix et pilote un peu de dev pour Renault en F1. Donc voilà, il a gagné le Masters de Zandvoort, il a gagné la Corée en F3. Donc non, voilà. Donc il y avait John, il y avait Dumas, il y avait Bourdet, il y avait un monde de dingue. Que des petits, quoi. Ouais. Et donc cette année-là, j'avais encore l'ancienne qui datait un petit peu. Et ensuite, ça c'était 97, et ensuite en 98, j'avais toujours une B, mais c'était une Tatus, qui était un peu plus perfo quand même. Et là, j'ai réussi à faire mon premier podium à la première course sous la flotte. Et puis on était assez perfo, pas autant que si on avait une voiture de l'année, mais voilà, j'avais réussi à faire quelques coups d'éclat. Ce qui m'a permis de trouver des partenaires pour pouvoir en 99 rouler en championnat A en Formule Renault. Et là, cette année-là, j'ai gagné 5 courses et je termine 3e du championnat. Alors que tu jouais le titre jusqu'à la dernière, hein, c'est ça? Oui, jusqu'à la dernière course. C'est joué à la dernière course. C'était très serré. Et puis à la dernière course, à Estoril, on a pris une grosse claque parce qu'il s'est avéré qu'on n'avait pas les Evo Tatus sur le train avant de la voiture. Voilà, on n'avait pas énormément de budget, donc on faisait toujours avec les moyens du bord, et puis parfois il y a des évolutions, on les avait pas en premier, et surtout on les avait pas parce qu'on n'avait pas de sous pour les payer, mais là ça fait très mal. Donc du coup je termine 3e, et je termine 3e du championnat. Néanmoins c'était une bonne saison, et ce qui m'a permis aussi de dire voilà, je vais essayer de faire ça professionnellement, et si je termine dans les 3 premiers du championnat de France, je vais faire ça professionnellement. Et puis j'avais quelques partenaires qui me suivaient, et l'année d'après je me suis expatrié, donc en l'an 2000. Juste pour revenir à cette année-là, oui. Tu m'as dit aussi que c'était une année assez cruciale dans le sens où c'est là où tu t'es pris de passion aussi pour le développement. Oui, absolument. En fait, Anthony est mort au début de cette année-là. Donc, ça a été un peu un choc, évidemment, et je me suis vraiment jeté à fond dans ma saison. Non pas que j'étais pas à fond avant, mais là, un petit peu plus peut-être, parce que c'était la première année où j'étais en A. Et comme on faisait ça avec les moyens du bord, j'avais pas d'ingénieur. Et la plupart des autres équipes, ils avaient des ingés, des mécaniciens plus, mais c'est des ingés qui mettent la voiture au point. Et j'avais pas ça, mais par contre, j'avais un super mécanicien qui s'appelait Guillaume, qui était un garçon hyper brillant, et avec qui on avait accès à la piste de Poitiers, du Vigan, le midi et le soir. Et donc, quand j'étais pas à l'école, j'allais là-bas, et puis je roulais tous les midis et tous les soirs, et surtout, on a passé en revue tous les réglages. Donc, les barres anti-roulis à l'avant, à l'arrière, les différents sets d'amortisseurs qu'on avait, les compressions, les détentes, les hauteurs de caisse, les angles des roues, les rockers, les positions de différentiel. On a tout passé en revue. Et du coup, ça m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances techniques sur la voiture et sur comment la mettre en point. En fonction des conditions, en fonction des conditions de piste, des conditions de température, des conditions d'usure de pneus, du moment où c'est la qualif, la course, etc., etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours servi, en fait. Donc oui, effectivement, cette année, elle a été cruciale parce que comme on était un petit peu laissé, ou tout du moins livré à nous-mêmes pour la mise au point, j'étais obligé de bosser dans ce sens-là. Et ça m'a servi les années qui ont suivi. Ça t'a permis aussi peut-être de comprendre exactement quels étaient les réglages qui te correspondaient le mieux et comprendre ton style de pilotage, même si c'est très vague ce que je dis parce que je suis pas du tout technique comme toi. Mais t'as dû avoir une connaissance beaucoup plus fine que certains pilotes peut-être. Oui. Après on accorde. Ah oui, ça c'est certain. Je veux dire, c'est un petit peu les faits de vie qui font ça. Mais il y a beaucoup de pilotes et aujourd'hui tu leur demandes de régler leur caisse eux-mêmes. C'est pas possible. Surtout les nouvelles générations, si tu veux, qui sont très très accompagnées par le computing et puis les acquisitions de données, et où il y a des modes de mise au point qui sont vraiment axés à ingénierie et moins accessibles aux pilotes. Moi à l'époque c'était peut-être plus accessible,
C'était vraiment des objets mécaniques et il y a moins d'électronique en fait. Oui, il y avait moins d'électronique, mais aussi, tu vois, typiquement, les ingés aujourd'hui peuvent dire, voilà, on a un setup A, un setup B, un setup C, et puis ils vont dire qui comprend plein d'éléments différents, ils vont demander au pilote lequel il préfère. Le pilote ne va pas forcément savoir ce qu'il y a dans le setup A ou dans le pack de dampers, d'amortisseurs A, B ou C. Ils rentrent pas dans le détail. Voilà, ils simplifient un peu la vie des pilotes. Parce que c'est pas simple, c'est pas accessible quoi. Si tu passes beaucoup de temps, tu vas apprendre et puis tu vas comprendre ce qu'il y a dedans et pourquoi ça te convient ou pas. Et moi j'ai eu la chance de tout essayer dans le détail. Donc ouais, c'est hyper important. J'ai rencontré Carlos Sainz. Sa voiture, il savait tout ce qu'il avait dans le détail. Tous les systèmes qu'ils ont pu imaginer pour faire évoluer la voiture, il s'en souvient encore aujourd'hui. Après, moi, en F3 britannique, j'avais une vision particulière de ce que je voulais avec le roulis avant de la voiture. On a créé un système d'empilage de rondelles. En fait, c'est des rondelles comme ça. Je peux pas te dire comme ça. Elles sont comme ça. Vous comprenez ? On fait une photo. Et c'est des rondelles coniques en fait, qui sont pas plates, qui viennent s'empiler les unes aux autres. Et c'est le fait de les comprimer qui va donner la rigidité. En fait, au début, tu as une rigidité, et ensuite la rigidité se pète la gueule une fois que la rondelle s'est pliée. Moi, je voulais faire l'inverse. Je voulais avoir une rigidité constante, si possible constante tout du long. Chose que tu peux faire assez facilement, et une rigidité un peu plus souple et plus dure par la suite. Il fallait inverser, il fallait mettre des rondelles plates à l'intérieur des rondelles, machin. Bon, c'est un peu compliqué, mais chose qu'on a fait et qui marchait très bien, mais il fallait des heures et des heures de développement pour ça. Mais tu vois, aujourd'hui tu te creuses pas la tête comme bien ça. Sûr, ouais. Ça marche plus comme ça. Justement, tu faisais allusion. La suite pour toi, c'est la F3 britannique. Ouais, je suis passé par un championnat avant qui s'appelait la Formule Palmer Audi en 2000. Où justement le fait de faire de ces réglages tout seul, c'était très pratique, puisque la Formule Palmer Audi, c'est une version communiste du sport automobile. T'as 24 bagnoles et tout le monde est sous la même tente. T'as 5 ingés principaux différents, et toutes les 2 courses, tu changes d'ingé. Donc, si tu as un ingé au début à qui tu fais comprendre que ça et ça marche hyper bien et que ça peut potentiellement marcher pour les autres, tu vas distiller l'information. De toutes les façons, à la fin de l'année, tout le monde avait les réglages de tout le monde. Mais à un moment, ça m'a donné un avantage. Quand j'étais à Spa, par exemple, j'ai réussi à gagner le général à Spa, même si j'étais en première année, en junior, et que j'ai gagné le junior cette année-là. À Spa, je lui ai dit, je veux ça et ça comme réglage de bas. Le gars, il m'a regardé comme un extraterrestre, il m'a dit, mais pourquoi tu veux bouger la barre avant de 1 mm ? J'ai dit, parce que c'est comme ça qu'on va faire. Et puis je l'ai fait, puis j'ai gagné ma course. Alors tu vois, tu prends de la crédibilité vis-à-vis de l'ingé qui n'a pas forcément compris pourquoi tu voulais faire ça, mais au moins je savais où je voulais aller. Voilà. Donc Formule Palmer Audi, qui te donnait le droit, quand tu gagnais le junior, à recommencer l'année d'après pour essayer de gagner le titre et d'aller en Formule 3000, parce qu'il y avait un volant en Formule 3000 qui t'était donné. Et en fait, moi, l'année d'après, j'ai sauté j'ai pas redoublé. T'avais pas forcément envie de le refaire ? Non, j'avais pas envie de le refaire. C'était un championnat qui était ultra relevé. Il y avait plein de gars. Il y avait Alan Simonsen qui est décédé aux 24 heures du Mans. Romain Dumas était passé par là l'année d'avant. Il y avait Justin Wilson qui était un pilote en Champ Car. Il y avait Damien Faulkner qui est un pilote Porsche pendant un long moment. Il y avait plein de gars, quoi. Marco Ciocci qui est un pilote Ferrari en GT. Voilà, Bruno Besson et un autre Français qui est un autre de mes très très bons potes qui était là aussi, qui mettait du gaz. Donc voilà. Et j'ai pas recommencé, je suis passé directement en F3 britannique chez Promatecm, qui était une équipe dans laquelle je voulais aller depuis longtemps. En fait, quand j'étais plus gamin, que je faisais encore du karting, je me souviens à l'époque que je passais à l'automobile, je regardais la F3 britannique. Il y avait Toyota officiel, il y avait Renault officiel qui était là-bas, et Renault faisait rouler Nicolas Minassian, et ensuite en deuxième année il y avait Minassian et Bernoldi, et puis je regardais ça avec des grands yeux, je me disais putain, l'objectif c'est ça quoi, c'est de s'expatrier, aller en Angleterre qui est le pays de la Formule 1, d'aller rouler dans une équipe d'F3 qui met du gaz potentiel, qui était moitié française, moitié anglaise, et c'était Serge Saulnier qui est un patron d'écurie française, qui est à la direction du circuit de Manicourt maintenant, qui était le boss de Sony Racing et de Promatecm, et il avait fait Promatecm en Angleterre avec Renault, et donc je me suis retrouvé assigné chez Promatecm en F3 l'année d'après. Il passait Honda, il n'y avait plus Renault, et donc j'ai roulé pour Promatecm en 2001 et en 2002, et en 99 c'était Jenson Button qui roulait dans cette équipe-là, il y avait encore le moteur Renault. Encore un petit inconnu. Voilà, encore un gars pas bon. C'est marrant que tu parles de Nicolas Minassian, parce que j'en ai parlé avec Paul Louchatin. J'ai enregistré un épisode avec lui il y a quelques semaines, qui est sorti il y a pas longtemps. Et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est que Nicolas Minassian maintenant est le team manager de son équipe.
Oui, c'est possible, ouais, Nico. Et puis il a pas mal de projets dans le sport auto et il fait aussi rouler toutes les anciennes voitures des 24 heures du Mans. Anciennes, relativement récentes, des années de 2000, si je dis pas de bêtises, de 2008 à 2012, je crois. Donc c'est pas vraiment des anciennes, c'est des beaux protos. Ouais, il bosse beaucoup, Nico. Je crois que l'équipe c'est IDEC. Si Exactement. Voilà. Exactement. Tu vois, j'étais dans le doute, mais je pense qu'on dit vrai pour le coup. On est bon. et donc tu pars en Angleterre parce que c'était aussi pour toi, tu m'avais expliqué que c'était un peu la vision que tu avais comme l'antichambre de la Formule 1. L'Angleterre, la Formule 3 anglaise. Oui, absolument. À l'époque, il y avait le championnat de France, le championnat britannique, le championnat allemand et le championnat du Japon de F3. Si tu regardes la F3, Senna, il a fait la F3 britannique. Piquet, il a fait la F3 britannique. Hakkinen, oui, Hakkinen, il a fait la F3 britannique aussi. C'est vraiment Bernoldi, Jenson Button. Si tu regardes, il y avait le Paul Stewart Racing qui a roulé avec Luciano Burti. Enfin, il y a tellement, j'en oublie 50. Mais la F3 britannique, c'était le championnat d'F3 le plus relevé. Et c'était par là qu'il fallait passer pour moi pour aller en F1. En tout cas, c'était par là qu'il fallait se former. Parce que si tu prends Renault aujourd'hui, l'écurie elle est à Enstone. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a Ferrari d'un côté et puis tout le reste, c'est tout en Angleterre. C'est pas pour rien. Donc il fallait passer par là. Il fallait s'expatrier en Angleterre. C'est le choix que j'ai fait et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Et voilà. Tu fais un podium dès la première année, c'est ça ? Ouais. Ouais. Première course, justement, les premières courses étaient assez dures parce que la caisse me correspondait pas du tout. Et à un moment donné, j'ai fait un monstre débriefing en 6 pages. Et du coup, on a changé pas mal de réglages. En fait, t'es très dur en ressort la voiture à l'arrière et il roulait barre anti-roulis débranchée. J'ai dit non, mais il faut rouler hyper souple à l'arrière, barre de roulis branchée. Et puis dur à l'avant, on ressort. Et on regardait un peu comme un extraterrestre. Et finalement, ça m'a convenu. Donc, à la première course, ça marchait quand même à Silverstone, pour des raisons que j'ignore, malgré les réglages un peu spé. Mais je m'étais fait un peu la caisse, mais j'avais du mal à la rouler. Puis j'étais 5e et je me jette, je fais un tête à queue. Puis après, après un peu plus dur la course d'après aussi. Puis quand on a changé les réglages, je me souviens avoir fait 7e, ensuite j'ai fait 5e, et ensuite j'ai fait un podium à la mi-saison à Donington. Je fais 3e. Et puis en fin d'année, arrivé à Truxtone, où je t'en ai parlé un peu, il s'est passé quelques événements juste avant Truxtone, une histoire un peu compliquée, mais j'arrive à faire une première ligne en qualif et à splitter les deux voitures du Carlin, puisqu'il y avait Takuma Sato qui a quand même gagné une Indy 500 2 fois, si je dis pas de bêtises. Il a gagné 2 fois. Oh, l'enfoiré. Et il y avait Anthony Davidson qui était en F1 et qui est un pilote Toyota aux 24 heures du Mans notamment. Et donc j'avais réussi à faire 3 à la première qualif et à les splitter après, à faire 2. Et splitter les deux voitures du Carlin, c'était quand même fort parce qu'il survolait vraiment le championnat, quoi. C'était l'équipe dans laquelle il fallait être pour gagner, en fait. Absolument, ouais. Il dominait complètement le championnat. Il faisait toujours 1-2, 1-2, 1-2. Et donc j'avais réussi à les splitter. Et aussi à la mi-saison, il y avait une grande course qui s'appelait le Spa Elf Masters de F3. Donc tu avais le Masters de Spa, les Masters de Zandvoort et tu avais Macao, qui étaient les 3 grandes courses internationales, et la Corée, les 4 grandes courses internationales. Et à Spa, lors du Masters, tu avais la F3 allemande, la F3 française et la F3 anglaise qui se rencontraient. Et j'avais fait 2e. Donc il y a eu 2 podiums la première saison et j'avais fait 2e juste derrière, entre Takuma Sato et Anthony Davidson, justement. Excusez du peu. Voilà. Et voilà, c'était une chouette course. Et on était vite. Et puis après, il y a Truxtone, juste avant où j'arrive donc à faire une très bonne qualif, mais où j'ai pas fait les courses. Parce que le week-end d'avant, à Knock Hill, on avait 2 courses et 2 qualifs. Qualifs qui sont mal passés parce que j'ai eu un petit problème de boîte. Et donc, je fais 11 et 12 en qualif. Pas bien du tout, hyper déceptif, mais on a un petit problème technique. Et il tombait des cordes. Du coup, ils ont annulé une des 2 courses. Et ils l'ont reporté au week-end d'après à Truxtone. Ce qui m'arrangeait bien, vu le niveau de performance qu'on avait à Truxtone. Mais me voilà parti 11e sur la grille de départ. Et puis j'ai remonté, parce qu'on avait donc un bon niveau de performance. Et je suis remonté jusqu'à la 4e place. Sur un circuit qui est quasiment à fond tout le temps. C'est un aérodrome où t'as 75% de pleine charge. Et t'as 2 freinages. C'est tout. Tu prends quelle vitesse pour donner une ordre d'idée ? Tu prends, quand t'as l'aspi, un petit peu plus de 260 en F3. Ok. Et c'est vraiment un circuit hyper anglais où tu as pas de vibreur.
si t'as des vibreurs dans la chicane, mais les dégagements, c'est de l'herbe, c'est du gazon à perte de vue dans les champs. Les bords de piste, t'as un bon drop de 10 cm. Si tu mets une roue dehors, t'es dehors. Voilà quoi, c'est au milieu de la pampa, c'est vrai circuit anglais sur une base d'aérodrome, un airfield comme ils disent. Et donc j'arrive à remonter, à faire des beaux dépassements et je tombe derrière un gars avec qui je m'étais déjà frité pas mal de fois pendant l'année et qui était en Formule Palmer Audi l'année d'avant d'ailleurs. Un gars de la comment ça s'appelle, le Pays de Galles, un Gallois. Derek Hayes, pour ne pas le citer. Et je passe 3 tours derrière lui et il me ferme la porte, enfoiré, comme un porc. Et il me bouchonne, et à un moment donné, il n'y a qu'un endroit pour dépasser sur le circuit, même s'il y a 2 freinages. Il y a un vrai endroit, disons, qui est plus facile, et donc je sais qu'il me ferme la porte à tous les tours là. Il voit que je suis plus vite, il prépare son coup. Donc je dis, allez, j'abandonne de doubler là, et je vais essayer de doubler à l'autre endroit qui est un petit peu plus difficile, qui a un freinage en appui. Très, très court, t'arrives vite, t'es en top speed, c'est là où tu fais ta top speed à plus de 260, et puis tu freines en appui pour rentrer dans une chicane droite, gauche, droite. Donc tu fais droite, en appui, gauche, droite, bref. Et je prépare mon coup, je suis vraiment à l'aspi derrière lui, je suis à 20 cm derrière lui, je lâche même les gaz un poil parce que je suis vraiment aspiré derrière lui. Et je me souviens de déboîter de façon hyper violente pour être hyper incisif au moment du freinage. Donc je braque à droite, et au moment où je braque, lui, il lâche les gaz. Donc j'ai le devant de ma voiture, le nez qui passe sur sa roue arrière, qui donc me propulse un peu au-dessus de lui. Et donc tu fais un soleil à la manière d'un vélo? Non, je décolle en fait. J'ai le nez qui part en l'air et t'as le vent qui s'engouffre sous la voiture. Et sur les acquisitions de nez, j'étais à 262 au moment où je le touche. Et donc j'ai eu ce moment où tu vois que le ciel, c'était tout bleu, et puis la voiture qui retouche qu'une fois le sol à peu près 80 mètres plus loin pour rebondir, traverser le grillage de sécurité qui était quand même haut, qui était à plus de 5 mètres. Et je traverse une aire de spectateurs qui heureusement, comme c'était le samedi, n'était pas pleine. Et je vais m'arrêter derrière une tribune à peu près presque 300 mètres après le point de décollage. Ça laisse imaginer la violence du choc en fait, hein. Le vol que t'as fait aussi. Ouais. Il y a eu un bon vol, et voilà. Et donc j'ai retouché le sol une fois derrière le grillage. Donc j'ai tapé le sol qui m'a fait partir dans une série de soleil, vrille, t'appelles ça comme tu veux. J'en ai fait 7 ou 8. Et je m'arrête derrière la tribune dans un petit bois. Il y a une roue qui s'est arrachée, qui s'est envolée hyper haute, que mes mécaniciens ont vu des stands qui n'étaient pas à côté. Et ils ont vu une roue en l'air et qui est retombée dans le parking, qui a défoncé une bagnole. Je l'ai su que longtemps après, hein, je savais pas tout ça. Mais les assurances ont dû être contentes. Ouais, mais c'était un peu secondaire parce que en traversant l'aire de spectateurs, malheureusement, il y a eu un peu de dégâts puisqu'il y a eu 8 personnes qui ont reçu des débris, mais surtout il y a une dame qui a été touchée à la tête par le pneu arrière de la voiture, qui était accroché à la voiture, donc par la voiture, et qui a été grièvement blessée et qui s'est retrouvée dans le coma. Son mari était au circuit puisque c'était un des marshals qui était sur le bord de la piste, qui a couru, qui a compris qu'il y avait eu un accident, il a couru, il a eu un pressentiment, il savait que c'était sa femme, c'était assez curieux. Mais bon, voilà, sur le coup, moi je savais pas trop ce qui s'était passé, j'avais pas mal de marshals aussi autour de moi et de la voiture, de ce qu'il en restait, parce que il était blessé aussi. Ouais, il y avait plus que la cellule de survie, le moteur était détaché de la voiture, restait que le câble d'accélérateur qui était tendu, donc j'avais un sapin de Noël sur l'écran, sur mon dashboard, avec le moteur qui était au rupteur, et j'essayais de freiner alors que j'étais arrêté, j'avais plus une roue sur la voiture, j'essayais de mettre le pied sur le frein pour arrêter le moteur. Apparemment j'ai dit attends Bruce, vas-y, coupe le moteur, éteins l'ignition, ça ira mieux. Et effectivement, ouais, je me suis fêlé une vertèbre et je me suis un peu découpé la langue en pointillé, donc le lendemain matin j'étais bien raide. Je me suis conduit tout seul à l'hôpital puisque les 2 ambulances qu'il y avait sur place ont dépêché des gens à l'hôpital en priorité. Et j'ai su le soir, vaguement, c'est assez brouillon, mais j'ai su le soir qu'il y avait quand même une dame qui avait été blessée, mais on m'a pas dit le niveau de blessure, ni donné de détails sur son état. Le lendemain, j'étais au circuit. Je suis arrivé un peu tard parce que j'avais du mal. J'étais vraiment raide. J'étais comme si j'avais des échasses dans le dos. T'as pu sortir directement de l'hôpital ? Ils t'ont pas gardé en observation ? Non, ils m'ont gardé 1 heure et ils m'ont dit que ils m'ont même pas fait une radio, ils m'ont dit que c'était juste musculaire ce que j'avais dans le dos et que voilà, le sang que j'avais dans la bouche c'était juste la langue. Le lendemain matin quand je me suis réveillé,
Je me souviens, j'avais une nana à l'époque qui a pas tout de suite compris ce que j'essayais de dire. Je me suis levé, je suis roulé de mon lit, j'étais dans la salle de bain, puis j'ai parlé. Je lui ai dit un truc en me regardant dans la glace, et j'ai fait un. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à parler. Attends, là, je tire la langue et puis je vois qu'elle avait doublé de volume à cause de l'impact. Mais voilà, je suis retourné au circuit le lendemain avec gros sur la patate de pas être sur la grille de départ. Ça a été un peu dur. J'étais me cacher entre deux camions pour pas qu'on me voie parce que j'étais un peu triste. Et puis j'ai terminé la saison comme je pouvais en passant une partie de la nuit par terre parce que j'arrivais pas à dormir dans un lit normal, c'était trop mou. Et puis après il y a les assurances qui sont venues vers nous avec pas mal de claims pour la dame qui avait été blessée, et puis c'est là où des revendications, claim. Oui, ouais. C'est les polices d'assurance qui ont fait leur boulot. Okay. Exactement, qui viennent vers nous, et puis en fait après ils se retournent vers le circuit, c'est le circuit qui a tout pris en charge, et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il s'était passé un truc un peu grave, et que la dame elle avait été grièvement blessée, toujours en n'ayant pas tellement de détails, toujours en ayant l'équipe qui essayait de me protéger un peu de ce truc-là, mon management aussi, et il y a que moi. Alors bon, moi l'objectif c'était quand même de terminer la saison. J'avais quand même des gens qui avaient investi de l'argent pour pouvoir pour que ma carrière puisse continuer, avec des objectifs pour l'année d'après. Et puis la saison d'après, j'ai pas trop eu d'écho de ce truc-là, mais c'est que en 2003 où j'ai signé au Carlin. Donc la fameuse équipe dont tu parlais tout à l'heure. Mais en World Series, pas en F3. C'est par eux en fait que j'ai des nouvelles, puisque Trevor Carlin était assez proche des gens du Pays de Galles, parce que c'était des Gallois aussi qui étaient sur ce circuit, et m'a dit, et donc j'ai posé des questions, je lui ai dit comment elle va, et donc il me dit bah écoute, elle va bien, elle va beaucoup mieux, elle était restée dans le coma un petit moment, sans rentrer dans les détails, mais elle a juste un petit problème de mémoire, elle a oublié une petite partie de sa vie, mais sinon elle a retrouvé son caractère, sa personnalité, c'est elle vit elle est chez elle et tout va bien. Ah ok. Mais c'est toujours un truc qui m'a T'étais rassuré, mais en même temps t'avais encore un... Ouais, parce qu'en fait j'avais jamais vu ces gens, c'est-à-dire qu'il y a eu cet accident, et puis tu vois, quand tu as une interaction comme ça qui est pas directe, mais tu te dis merde, t'as envie d'aller voir les gens, puis c'était moi dans la voiture, comment vous allez, prendre des nouvelles, etc. Chose qui s'était jamais faite, parce que le cours de la vie battant son plein, la compétition étant le truc le plus important, et puis parce que finalement on est très égoïste dans ce sport, c'est un sport individuel, tu ne penses qu'à ta performance, tu finis par peut-être pas porter assez d'importance à des choses qui le sont, mais comme quoi ça traîne toujours, et puis ça me trottait, et puis je posais quand même des questions, et il a fallu attendre longtemps qu'il y ait eu que les droits sur les photos et les images de l'accident soient ouverts, et que dans la presse on en reparle, en disant le plus gros accident de ces 10 dernières années c'était ce truc-là à Thruxton, que je reprenne la photo et que je la reposte, je sais plus, sur un de mes réseaux sociaux, en disant il est jamais trop tard et c'est peut-être l'heure de faire quelque chose. Et quelques jours après... Là, on est en quoi, en 2014, 2015 ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, plus de 10, 15 ouais, ans. presque 15 ans après. Ouais. Et là, je reçois un message sur Twitter d'une jeune fille qui me dit: je suis la petite fille de la dame avec qui tu as eu l'accident à Thruxton. J'avais 4 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je voudrais savoir ce qui s'est passé. Je me souviens, c'était le soir dans mon lit, juste avant de me coucher, je regardais, et là, j'ai rallumé la lumière, j'ai relu, et puis je lui ai laissé un message vocal. Je lui ai dit: c'est mon téléphone, il faut qu'on se parle. Et quelques mois plus tard, je suis allé les rencontrer dans leur village, au Pays de Galles. Mais avant ça, évidemment, j'ai posé tout un tas de questions à cette jeune fille, qui m'a expliqué que sa maman était restée pendant quasiment 5 mois dans le coma, que quand elle s'est réveillée, elle a fallu qu'elle passe un long moment, à savoir 2 années en rééducation, parce qu'elle savait plus ni parler, ni manger, ni marcher. Réapprendre à vivre, quoi. Réapprendre à vivre. Et qu'elle avait oublié effectivement une partie de sa vie. Elle avait un blackout complet. Mais c'était pas quelques mois ni quelques jours qu'elle avait oublié. Elle avait oublié 5 années de sa vie. Les 5 dernières années de sa vie. Et c'était
petite fille, elle avait 4 ans quand sa maman s'est réveillée. Et donc, quand sa maman s'est réveillée, sa maman savait pas qu'elle avait une petite fille. Elle se souvenait plus d'elle. Donc, t'as quand même des trucs un peu... tu vois, c'était un peu... quand elle m'explique ça, tu fais « Ah ouais, ok. » Je savais pas qu'il s'était passé ça. Et que j'étais quelque part directement lié à ça. T'étais acteur, c'était pas responsable, mais t'avais été acteur. Ouais, absolument. Donc, je suis allé les voir et effectivement, il y a eu énormément d'émotions des deux côtés, quoi. Ça faisait une espèce de boucle, un truc à fermer, et voilà. Et je suis resté en contact avec eux, avec Nick, avec Léa. Et effectivement, alors elle allait bien, elle a retrouvé, elle m'a dit mais te fais pas de soucis parce qu'en fait ma mère, elle sait ma mère, elle a retrouvé son caractère, elle est qui elle était. C'est juste qu'elle peut pas sortir de chez elle parce qu'elle a elle a aussi un problème de mémoire à moyen terme. Je sais pas exactement quel est le terme médical. Elle sort de chez elle, si elle se balade, elle va se balader dans 3-4 rues plus loin, elle peut pas rentrer chez elle. C'est pas où elle habite. Se perd, quoi. Elle se paume, ouais. Donc, il y a eu quand même il y a évidemment quelques dégâts. Mais voilà. Donc, je suis allé voir ces gens et puis on en a parlé, on a échangé. On a tous été déjeuner en resto après. On a passé la journée ensemble et puis je suis rentré chez moi de mon côté. Puis on est resté en contact. Et curieusement, ce qui est assez dingue en fait avec cet événement, c'est qu'il y a d'autres événements qui sont liés. C'est que mon ingénieur à l'époque, qui était Chris Veller, qui avait été l'ingénieur de Bernoulli et Jenson Button, était aussi faisait de la F3 depuis très longtemps. Et 11 ans avant ça, sur le même circuit, dans le même virage, son pilote en F3 britannique a eu le même accident. Le circuit, à l'époque, n'avait pas encore fait de travaux de sécurité. Et donc, moi, où j'ai rebondi sur le sol une première fois, avant de traverser le grillage, c'est là où il y avait le mur de pneus avant. Et donc, il s'est passé exactement la même chose. Il a fait une tentative de dépassement au même endroit. Et lui n'est pas passé au travers du grillage, il est tapé dans la butte de pneus et de terre qui était là, et il est décédé sur le coup. C'était le pilote de mon ingénieur. C'était un pilote qui s'appelait Marcel Albers, qui était hollandais, qui faisait le championnat britannique. Et depuis ces années-là, le Masters de Zandvoort décerne le prix Marcel Albers au pilote qui fait le meilleur tour en course. Et donc en 2002, donc 2001 c'est mon accident, en 2002 on tourne au Masters de Zandvoort, et j'ai un problème en qualif de batterie. C'était un nouveau modèle de voiture, il y a des problèmes sur les batteries d'origine. Donc je pars loin, je pars 21 ou 22 parce que j'étais garé en qualif à cause de la batterie, j'ai pu faire que 2 tours. Et donc je remonte et je fais le meilleur tour en course et j'ai le prix Marcel Albers. L'histoire est folle. Ouais, l'histoire est assez dingo, ouais. L'histoire est assez dingo. Donc voilà, pour la F3 britannique. Et la deuxième année qui s'est plutôt bien passée globalement, même si au Masters of Zandvoort je suis monté sur le podium, mais juste pour le prix de Marcel Albers et la plus grosse remontée, mais pas de podium, j'avais les boules parce que c'était vraiment la course que je voulais gagner. Parce que l'année d'avant, je m'étais qualifié 2e en première année d'F3 et j'avais de gros objectifs à cette course-là. Bon, voilà, loupé. Mais je termine 4e du championnat britannique. Je loupe une course à cause d'un manque de budget, alors que j'étais 2e du championnat. Un peu les boules, mais bon, voilà, j'ai gagné 2 courses ou 2 courses, je crois, cette année-là. J'ai fait 12 podiums et j'ai marqué dans 92% des courses, j'ai marqué des points. C'était quand même une bonne saison. Ça fait chier d'avoir loupé une course et d'avoir loupé le podium du championnat, mais je l'aurais pas gagné parce que Robbie Kerr avait pas mal d'avance. Mais la 2e place, elle était là. Voilà. Et puis après, je suis passé en World Series Nissan en 2003 avec Carlin. Dont tu en parlais tout à l'heure, ouais. Ouais, dont je parlais tout à l'heure. Je suis tiré, pareil, il y avait les rookies, donc c'était Heikki Kovalainen, moi-même, et je sais plus qui d'autres qui étaient en rookie. On s'est tiré une bonne bourre avec Heikki, qui a gagné le rookie cette année-là. Je fais 2e. J'ai réussi à faire 2 pôles quand même cette année-là, et 2 podiums. Il y avait du monde, il y avait Franck Montagny, il y avait Marc Genet, il y avait Narin Kartikeyan, qui était mon coéquipier. Il y avait Kovalainen, il y avait Bernoldi, il y avait qui avait fait de la F1, lui, il avait déjà fait la F1, il venait en World Series après la F1. Bon petit niveau, quoi. Ouais, il y avait du monde, mais c'était cool, c'était exceptionnel, ce championnat, c'était la folie. C'était la F2 d'aujourd'hui en fait, parce que la 3000 se cassait un peu la gueule, donc la World Series avait remplacé la 3000. Et puis après il y a le GP2 qui est arrivé, qui est aujourd'hui la F2. Voilà. Et à ce moment-là, ton rêve était toujours d'être en F1? Ouais, alors en fait, en 2002, fin de la F3, c'était quand même une bonne saison. J'aurais pu tripler en F3 parce que ça se faisait couramment quand même à l'époque. Mais j'ai eu un pré-contrat avec Williams
Et finalement, il y a un gars qui s'appelle Marco Asmer, c'était un jeune pilote, qui est arrivé avec Nikitin comme sponsor, parce qu'à l'époque, la loi E20 était déjà intervenue, il n'y avait plus de cigarettiers. Et lui, il est arrivé avec Nikitin qui a apporté X millions de dollars, en l'occurrence c'était 5, pour le poste de pilote d'essai. Et il a pris le poste de pilote d'essai. Mais à l'époque, être pilote d'essai chez Williams, c'était la garantie de trouver du job en F1 derrière, en tant que pilote d'essai dans une autre équipe. Parce que Williams était tellement une top équipe, il prenait des pilotes d'essai, il leur faisait faire minimum, moi j'avais le pré-contrat, c'était 5000 km. Mais dans l'année, avant ça, t'as Montoya, quand il était en 3000, qui était pilote d'essai. T'as Max Wilson. Ils ont tous fait une carrière en F1 après, la plupart. Et ils ont tous fait 10 000 bornes. Donc, quand tu fais 10 000 km d'essai dans une Williams, que tu bosses avec les ingés, que tu fais tes comptes rendus, etc., derrière, il y avait moyen de trouver un volant. Parce que déjà, tu étais mis en avant, et voilà. Mais, sous le nez. Donc, ça s'est pas passé. Et en 2002, à la fin 2002, je refuse un volant au Japon, le volant de Tom's Toyota. C'est mon plus grand. Voilà, si j'ai un regret de choix de carrière, c'est d'avoir refusé ce poste de Tom's Toyota, parce que tu pars au Japon en F3, t'es chez Tom's, t'as la meilleure caisse, tu gagnes le championnat et ensuite tu pars en GT500. Pourquoi t'as refusé ce volant ? J'ai refusé tout simplement. C'est mon management qui a refusé. C'est avec Adrien Demeyer, si t'écoutes. Cette espèce de tâche, qui m'a permis de faire ma carrière sportive, donc c'est pas une tâche, loin de là. Mais en fait, ni moi ni mon management n'avions vraiment de connaissances et une vision globale du sport auto et d'un plan de carrière qui soit efficient. Ouais, le plus sensé possible. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, l'offre en F3 de chez Tom's Toyota, tu la refuses jamais, quoi. Tu la prends. Il doit y avoir peut-être 50 pilotes en F3 sur la planète. Tout le monde veut ce truc-là. Et moi, ça me tombe dessus. Alors, c'est marrant, cette offre, elle est un peu ambiguë parce que c'est soit dès la sortie de l'F3, tu vas en F1, puis soit t'as le mec qui a un peu moins de chance, qui est un peu moins bon, ou qui a pas le lien direct en F1, Tom se jette dessus parce qu'ils savent que voilà, c'est un bon, qu'ils vont pouvoir gagner le championnat avec lui, puis qu'il a pas d'autre carrière. Donc, il t'est payé. À l'époque, je me souviens, c'était 30 000 € l'année. C'était un petit salaire, mais c'est de l'argent de poche parce que tu as ton appart qui est payé, tu as une bagnole de fonction et tu roules dans la meilleure caisse en F3. Et puis, t'as Arai, au Japon, ce qu'on n'a pas nous en Europe, tu as des primes de course. Donc, Arai, tu portes un casque Arai, ils te le donnent déjà. Et puis, à la fin de la course, ils viennent te voir avec une petite enveloppe. Et en marchant comme ça, hop, ils font hi, hop, ils te donnent une enveloppe avec 500 balles dedans. En prime de course quand tu as gagné la course. Donc, c'est des trucs de malade. Tu aurais bien vécu, quoi. Oui, en fait, ce qui se serait passé, c'est que derrière, tu as une carrière au Japon pendant un temps, puis tu peux revenir en Europe après. Tu regardes, en fait, les meilleurs exemples, c'est Benoît Tréluyer, André Lotterer, James Rossiter, tous les pilotes qui ont roulé au Japon en F3, qui après, et c'est Sébastien Philippe, il y en a plein, des expats français, qui après sont passés en GT500, et en Super Formula, donc en Nippon, tu prends des gros salaires, parce que tu prends entre 400 et 600 000 € par an de salaire en tant que sportif, donc c'est quand même, voilà, tu vis très bien. Pas mal du tout, ouais. Tu vis à Tokyo dans plutôt de très bonnes conditions, puis tu voyages, fais aller-retour en Europe, puis quand tu es pilote officiel Toyota ou pilote officiel Honda en GT500, en Super GT au Japon, ils t'envoient faire un programme aux US, ils t'envoient faire un programme en Europe. Audi, ils vont chercher dans les pilotes européens qui sont au Japon, parce que c'est une élite, hein, le sport automobile au Japon, c'est top du top. Les équipes, en fait, c'est une vraie nation de sport automobile, comme l'Angleterre. Donc, t'as plein de pilotes européens qui veulent s'expatrier là. Pierre Gasly, il a fait de la Nippon. De la Nippon, il est direct en F1. Le niveau de la Nippon, c'est le top. C'est vrai que Pierre Gasly, j'avais oublié. Exact. Ah ouais, mais t'as des Brésiliens qui vont rouler là-bas. Il n'y a que des brutes qui roulent en Nippon. Hein. Donc, j'ai refusé ce truc-là parce que on voulait garder un lien avec Williams, que Williams nous avait dit, idéalement, il faut que Bruce roule au Carlin, qui est une écurie anglaise qui était proche de Williams, en World Series, parce que c'est la discipline phare. Mais à aucun moment on leur a dit, on a Toyota qui nous a fait l'offre pour la F3, pour Bruce, et à aucun moment on s'est dit, potentiellement Toyota pourrait devenir le motoriste de Williams dans 2 ans ou dans 1 an. Et 1 an plus tard, Toyota devient le motoriste de Williams. Après, tu as peut-être été aveuglé aussi par Carlin, dans le sens où tu connaissais, tu savais ce que c'était. Oui, c'était le top. Et voilà. Non, c'était le top. Et puis l'objectif, c'était la F1. Et puis surtout, les gens qui me finançaient à l'époque n'avaient pour objectif que la F1. Donc leur dire, on se part en F3 en Grande-Bretagne,
En F3 au Japon, c'était pas logique pour eux. Ils voulaient pas, ouais. Ok. Même si je devenais payer, en fait. Même si je commençais à gagner ma vie et que eux, de toutes les façons, ils avaient un retour sur investissement sur l'argent que je pouvais prendre. Puis en F1, avant de gagner des 500 000 euros, fallait y aller, quoi. Bon, après, évidemment, si tu fais une grande carrière, il y a moyen de gagner de l'argent. Quoique, même des pilotes Red Bull, au début, ils prennent pas beaucoup de sous. Ils prennent même pas ça. Donc voilà, je ne suis pas allé au Japon. C'est un grand regret. J'ai eu la chance de pouvoir quand même rouler en GT500 plus tard, fin 2004, pour Honda. Parce que j'ai quand même fait deux courses au Japon en F3 en 2001, à la fin de l'année. Je suis dans une équipe qui s'appelait Ing Ing, et le préparateur du moteur s'appelait Tori qui veut dire poulet. Voilà. Ça s'invente pas du tout, ça. Non. Mais bon, j'ai quand même roulé au Japon, et c'était une expérience extraordinaire. C'est aussi ça qui est génial, c'est qu'en sport automobile, j'ai vécu des trucs de dingue. Je suis parti à l'âge de 20 ans au Japon pendant 3 semaines tout seul. C'était donc il y a 22 ans. On ne te vieillit pas, Brice. Et le Japon, il y a 22 ans, quand tu arrives à l'aéroport et qu'il n'y a personne qui parle un mot d'anglais et qui te regarde et qui te font un signe de croix, tu sais, avec la main, parce qu'ils veulent pas te parler, parce qu'ils comprennent pas ce que tu dis. C'était spé, j'étais tout seul dans un petit village qui s'appelait Tokuyama, un village industriel, donc tu vois, tu fais des trucs de dingue. Ça te fait grandir, quoi. Ouais, bien sûr, c'est de l'expérience de vie, c'est génial, c'est génial. Donc tu pars après en GT500, juste pour les auditeurs, Ouais, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le championnat GT500? Ouais, alors le championnat GT500 ou Super GT, c'est le championnat japonais de GT. Les voitures ne sont pas des... Alors, tu as les GT300 et les GT500. Les GT300, c'est ce qui correspond au GT3 en Europe, peut-être même un petit peu moins perfo. Et le GT500, donc le Super GT, ça ressemble à des GT, mais c'est des protos. Donc, tu as des NSX, des Supra, que le top sportif des gammes des différents constructeurs japonais. Mais en fait, c'est un châssis tubulaire, mi-tubulaire, mi-coque carbone. Tu as une grande partie qui est une coque en carbone, avec une monstre charge aéro, avec des watts à plus savoir quoi en faire, des moteurs soit turbo, soit aspirés naturellement. Donc tu as juste l'esthétique de la voiture en question, de la voiture, mais en fait ça n'a rien à voir. Mais à la japonaise quand même très appuyé, des gros ailerons, des gros machins, mais ça n'est pas du tout la voiture d'origine de base. Donc, et en termes de perfo, justement, tu parlais de chevaux, c'est à quel point puissant? C'est pas ultra puissant, c'est entre 550 et 600 chevaux, et par contre, c'est plus perfo que le DTM. Ok. Ah oui, donc déjà que le DTM, c'est quand même violent. Hein. Ouais, le DTM, c'est un peu sous-motorisé. Tu vois, t'avais 450 chevaux, mais les châssis, par contre, c'est hyper perfo et tout ça, mais le GT500, c'est plus perfo que le DTM. Et c'est le rapport poids-puissance, que c'est quoi? C'est des voitures qui font une tonne? Une tonne 100, je crois qu'elle faisait, ou 1050 kilos. Je n'ai pas trop le poids. C'est sur l'aéro où ça va être beaucoup plus important que sur la DTM. C'était la puissance, l'aéro, les pneumatiques. Okay. Et puis la perfo châssis, parce qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc, tu vois, suspension, machin, tout le dev est open. Tu pouvais, rien qu'aux pneus, Bridgestone, ils pouvaient t'amener 8 différents types de pneus par week-end de course à tester. C'est de la folie, tu règles même plus le châssis, quoi. Benoît Trélier, il me disait, mais c'est un régal, tu passes des pneus, tu règles la voiture avec les pneus, t'as un peu plus de sous, un peu plus de sur, bim, boum, tu changes les pneus et tu règles la caisse comme ça, quoi. Parce qu'il faut bien comprendre que les pneus, c'est vraiment très stratégique dans le milieu de la course, c'est-à-dire qu'un bon pneu ou un mauvais pneu peut littéralement changer tes temps, en fait. Oui, absolument, mais alors après, globalement, si tu veux, en DTM, on parlait du DTM, tout le monde a les mêmes pneus. En F1, tout le monde a les mêmes pneus, tu choisis quand est-ce que tu fais une stratégie pneumatique, tu choisis d'utiliser les soft, les hard ou les mid à tel ou tel moment, mais globalement, si tu veux, en F3, tout le monde a les mêmes pneus, en F4, tout le monde a les mêmes pneus, il n'y a pas vraiment de stratégie pneumatique. Le Japon, c'est resté un pays où ils développent tout dans le détail, et voilà, ils bossent beaucoup, et t'as différents manufacturiers de pneus, t'avais Dunlop, Bridgestone, Michelin, et du coup, ils se tirent la bourre aussi sur les pneus. Donc ça faisait des trucs hyper intéressants, et voilà, quoi. Donc Benoît me disait, tu règles ta caisse avec les pneus. Et donc j'étais invité par Eric Comas à faire une course de GT500, il a aidé, parce qu'il avait une boîte de management sportif là-bas, lui il roulait à l'époque encore là-bas en GT, après la F1, donc tu avais plein d'anciens pilotes de F1 qui roulaient en Super GT après, à la suite de leur carrière, et donc j'ai fait une course avec sur la NSX Reybrig Konimitsu, qui était trop belle, violette avec écrit Reybrig sur le côté. T'as des photos encore de toutes ces voitures? Ouais, j'ai des photos, ouais. Ça sera cool de voir ça. Ouais. Et j'ai roulé, c'était une course à Los Angeles sur le circuit de Fontana, l'Oval. Donc j'étais japonais à Los Angeles, et on était 3 sur la voiture. J'avais Shinji Nakano qui a été mon coéquipier aux 24 heures du Mans après, et Kato
qui était un vieux de la vieille, pilote de GT japonais. Et donc j'ai fait une course qui s'est pas hyper bien passée, pas trop bien passée. J'ai toujours roulé avec plein d'essence et tout. Ils avaient été un peu durs avec moi pour me voir un peu ce que je valais, je pense. Juste, est-ce que tu peux expliquer à quel point en fait d'avoir le plein d'essence, ça change quelque chose? Ah bah tu mets, je crois c'était un réservoir de 100 litres, donc c'est 80 kilos de plus dans la voiture. Voilà, c'est dit. T'imagines, tu perds des dizaines, voire plus. Même. T'emmènes madame, qui a bien mangé. Donc tu perds pas mal de temps, tu roules pas toujours en pneus neufs. J'avais jamais eu assez de pneus neufs, donc j'ai passé les pneus neufs en course, pas de couverture chauffante. Donc tu étais un peu sur des œufs au début. Voilà, la course était de nuit, on n'avait pas roulé sur la configuration de la course du circuit course avant la course. Donc tu montes dans la caisse, tu découvres un peu le circuit, c'était un peu chaud quoi. Mais voilà, je me souviens que il y avait un enchaînement rapide où j'étais déjà mieux qu'eux. Par contre, j'en perdais un petit peu dans le lent, alors que curieusement, je suis en théorie bien dans le technique. Et dans le rapide, il faut que je bosse un peu. Mais donc voilà. Et puis, ça n'a pas donné de suite parce que tous les constructeurs ont retiré une voiture. Donc tous les derniers arrivés ont dégagé. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de suite là-dedans. Mais après, j'ai trouvé refuge en endurance. On y arrive. Voilà, à partir de 2005, où j'ai roulé pour Courage aux 24 heures du Mans avec Jonathan Cochet et Shinji Nakano. John aux essais, il avait fait le 3e temps du général. On s'est qualifié 5e du général, donc en P1. Et après, c'était une catastrophe. Là, c'était en LMP2, l'équivalent LMP1. LMP1, ok. Ouais, c'était en LMP1, c'était dans la catégorie. C'est le top hein, pour les prototypes. Ouais, il n'y a pas mieux. Ouais. Donc, on était qualifié 5 du général et il y avait moyen de faire un truc pas trop mal. Après, on n'avait pas les palettes au volant. On avait encore la boîte à la main séquentielle. Le volant, il faisait 35 cm de large. C'était un camion, le truc. Pas de direction assistée. C'était à l'ancienne, quoi. Et pareil, en termes de perfo, c'est quoi un peu le rapport poids-puissance à cette époque-là? 900 kg, ça c'est sûr. Et le moteur, on avait un Judd V10, mais c'était le 4 litres à l'époque, qui devait faire aux alentours de 650 chevaux, je pense. C'est juste monstrueux, ces chiffres. Ouais. Et puis après, en 2009, on avait toujours le Judd V10, mais c'était un 5 litres 5. 5 litres. Et là, ça faisait 750 chevaux pour toujours 900 kg. Voilà. Et donc cette saison, comment ça se passe un peu pour toi? 2005, j'arrête la monoplace. Ouais. Et qu'est-ce que je fais en 2005? Pas grand-chose. Je sais plus trop ce que je fais début 2005. Je me souviens cette année parce que tu m'as expliqué ce fameux événement en Turquie. Enfin, quand tu pars. Oui. Tu pars sur une course en Turquie. Ouais. Donc en 2005, je fais du proto P1 et pour Courage et pour une équipe qui s'appelait avec un gars que j'avais rencontré qui était un bon pote qui s'appelait Harold Prima, qui a roulé pas mal en endurance aussi, que j'avais rencontré en Angleterre en F3 britannique. Il roulait en F3 britannique en B. Et voilà, Roll Center. Et donc en 2005, je roule pour Roll Center en ELMS, qui était un peu en Le Mans Series, qui est l'équivalent du WEC aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de WEC. Mais on allait en Turquie, on allait dans pas mal d'endroits. On faisait Silverstone, évidemment Le Mans, la Turquie, Monza, ça naviguait pas mal. Et donc je roule pour eux, mais je fais les 24 heures du Mans chez Courage avec mon pote Cochet qui a insisté pour que je vienne. Et Le Mans se passe relativement mal, mais c'était une année un petit peu compliquée parce qu'en fait j'avais mon papa qui était malade en 2005, gravement malade, et je l'ai perdu au mois de septembre. Donc aux 24 heures du Mans il était venu, mais il était faiblard, et curieusement le papa de Jonathan Cochet était venu aux 24 heures du Mans aussi, et il subissait aussi une chimio, et il était encore plus faiblard que mon papa, et on a perdu nos padrés à peu d'intervalle. Et oui, c'était une saison un peu compliquée parce que mon père me suivait sur les courses en principe tout le temps, puis là j'étais un peu tout seul du coup. Et après les 24 heures du Mans qui ont été un échec parce qu'on a abandonné, moi j'ai explosé une roue à 315 km/h à Indianapolis. La voiture a été pulvérisée, mais j'ai rien tapé, c'est juste le pneu qui a explosé à haute vitesse, qui a tout arraché sur la voiture. Ça n'a pas supporté la vitesse, il y a eu un problème de... Il a déchappé. Non, en fait, il y a eu un accident quelques tours avant et j'ai dû prendre un petit bout de carbone qui a fait éclater le pneu, qui a déchappé, et donc toute la bande de roulement s'est déroulée, a traversé le capot, a arraché tous les flexibles qu'il y avait derrière. Donc il n'y avait plus d'huile qui arrivait dans la boîte, donc la boîte elle a bleui. Je suis rentré en première jusqu'au box. Je me suis arrêté après Indianapolis là dans le gauche.
Je me suis pas arrêté complètement, je me suis mis en première. La voiture, l'arrière était défoncée, tout était éclaté, il n'y avait plus rien, plus de capot, plus d'aileron, le mât d'aileron arraché et tout. Et quand je suis rentré, je me souviens d'Yves Courage qui regarde la caisse, qui fait waouh. Et là, ils ont ouvert la boîte était toute bleue. Il a dit c'est bon, on arrête, elle est coincée, il n'y a plus rien à faire. On arrête le massacre parce qu'en plus, au bout d'une heure, on était tombé en panne d'embrayage. Donc on avait passé 1 heure dans les stands, on était dernier. Bref. Surtout qu'il faut dire, parce que ça, c'est un aspect que j'ai évoqué avec Paul Louchatin, qui est aussi pilote d'endurance. Mm-hmm. C'est que vous n'avez pas le droit, en fait, c'est à vous de réparer en cas de dégâts la voiture. Vous avez votre petite trousse et vous êtes là à bricoler, quoi. Ouais, alors en fait, si tu t'arrêtes sur le circuit et que tu peux pas rejoindre les box tout seul, tu dois t'arrêter sur l'intérieur du circuit parce que c'est par l'intérieur du circuit que les mécaniciens peuvent te passer des outils si tu n'en as pas. Et tu dois réparer ce qui est réparable pour pouvoir ramener la voiture au box. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu ramener la voiture au box parce qu'elle était roulante. Pas vite, hein, en première, mais effectivement, les 24 heures du Mans, c'est vraiment particulier comme course. Il y a un pilote japonais d'ailleurs, avec la Delta Wing, qui est une Nissan avec 3 roues, qui est posé sur le bord de la piste. Il y a le mécanicien qui lui dit quoi faire et tout ça, et il veut pas abandonner. Il bosse 1h30. À un moment donné, le mécano lui dit arrête, ça sert à rien, il y a plus rien à faire. Et en fait, il y a tout son honneur qui tombe dans ses chevilles et il finit par pleurer contre le grillage et garde le casque pour pas perdre la face, quoi. C'est assez propre aux Japonais aussi, je pense, ce côté, cet aspect honneur, effectivement. Ouais. Mais cette image, elle est complètement dingue. Donc les 24 heures du Mans, c'est assez dingue. J'avais donc passé mes 11 ans là-bas et je savais pas du tout que j'allais terminer là. Moi, l'objectif, c'était vraiment la monoplace et la F1. Et puis, je me suis retrouvé à faire les 24 heures du Mans en 2005. En 2007, avec Solien Racing, qui est devenu Hawk Racing, qui est devenu Ligier, et Jacques Nicolet, donc, qui était mon coéquipier en 2007 en LMP2 donc. Et de nouveau en 2008, je l'ai coaché, j'étais sur le bord de la piste, je faisais moitié ingé, moitié coach parce qu'il y avait 3 gentleman drivers qui faisaient les Le Mans en LMP1 dans une Pescarolo, parce qu'à l'époque Jacques Nicolet avait racheté Pescarolo avant de racheter Ligier. Et comme tu disais, effectivement, le règlement impose qu'il y ait des gentleman drivers qui conduisent la voiture, c'est ça ? En P2 à l'époque, il y a eu un changement de règlement où il fallait un silver avec des golds, tu pouvais pas avoir que des golds. Ça je vous invite à écouter l'épisode avec Jean-Paul, avec encore une fois Paul Louchatin, parce qu'on explique un peu tout ça. D'accord, on va pas revenir là-dessus, mais c'est tout un système, effectivement. Ouais, il y a une classification en fonction de ton palmarès. Donc oui, à un moment donné, il y a un changement de réglementation de la CO qui a dit en P2, on va mettre des gentlemen et des pros, mais un mix des deux pour que ce soit comme ça, en fait. Donc il y a beaucoup de pilotes pros qui se sont retrouvés le cul dans l'eau, sans volant. Et puis aujourd'hui, on est toujours dans ce truc où il y a une gradation des pilotes dans beaucoup de disciplines. Voilà. Bon, c'est comme c'est. De toute façon, ma carrière est derrière moi, donc c'est pas très grave. Tu peux balancer, c'est bon. Ouais. Et donc en 2007, j'ai roulé avec Jacques Nicolet, avec qui je suis toujours ami. C'était une belle aventure humaine, puisqu'il a repris Solien Racing, il a construit un empire automobile aujourd'hui avec Ligier, où il est devenu constructeur. Il fabrique plein de voitures maintenant, des P2, mais aussi des P3, des P4, des JS2R. Voilà, c'était une belle aventure. Quand tu dis P2, P3, P4, c'est LMP2, oui. LMP3, LMP4. Ouais, exactement, ouais. Et voilà, et donc Jacques, c'est un grand monsieur du sport automobile français qui a beaucoup fait pour le développement du sport auto, qui a continué de faire vivre la marque Ligier. Donc j'ai roulé avec lui en 2007. 2008, j'ai fait du coaching avec eux au Mans, mais je roulais pour une autre équipe en LMP1 qui s'appelle Création. Et en 2009, parce qu'en 2008, avec Jacques, j'ai continué à faire un peu de dev dans la voiture, à rouler dans la voiture, j'ai rencontré Henri Pescarolo. Et on a roulé à Manicourt, et donc Manicourt c'était un peu notre circuit d'essai, donc je roulais pas trop mal. Du coup il est venu un peu voir le feedback, voir ce que je racontais sur sa voiture, parce que j'avais fait le déverminage de la LMP1 de Jacques Nicolet. Déverminage, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors déverminage, c'est quand vous venez de reconstruire la voiture de A à Z, on a remonté le moteur, la boîte, les roues, suspension, tout, on a tout désossé, on a tout remis, et donc on fait quelques tours pour tester si tous les éléments de la voiture fonctionnent correctement. Ça s'appelle un déverminage ou un shakedown en anglais. Et du coup j'ai fait un déverminage complet, une demi-journée de test, et eux étaient là aussi, ils étaient venus rouler à Manicourt, et puis on était assez performants, donc il est venu me voir Henri en disant bon, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Salut Henri. Et puis à l'époque j'avais un petit partenaire qui me suivait, qui est rentré en contact avec Pesca, et quelques mois plus tard, donc il y avait un petit deal qui traînait, où moi je pouvais gagner ma vie, et où où mon partenaire avait amené un peu de sous chez Henri. Et là Henri m'appelle dans l'hiver, comment tu vas, ça va, qu'est-ce que tu fais? Je dis pas grand chose, je sais pas trop si je vais rouler, tout ça. Il me dit bon si tu fais rien, faudrait peut-être que tu viennes faire ton bac chez nous.
Ah, ok. Et du coup, me voilà parti pour la saison 2009 chez Pescara. Et on a terminé 8e aux 24 heures du Mans, alors qu'on était 5e à 2 heures de l'arrivée. Mais Pesca faisait rouler la Peugeot, une des 4 Peugeot qui étaient engagées, roulait chez Pesca. Et ils avaient donc fait le montage complet de la voiture. Et notre voiture, à un moment donné, a peut-être été un petit peu moins bien préparée. Ils avaient monté les disques ventilés à l'avant, à l'envers. Et donc, il a fallu changer les disques parce que les disques étaient morts à l'avant. Et du coup, on a perdu 8 minutes dans le changement. Et on est passé de 5e à 8e. Et on a terminé 8e. Voilà. Mais on a terminé quand même 2e voiture essence, parce qu'il y avait 9 diesels d'engagés à l'époque, principalement des Audi et des Peugeot. Donc voilà, c'était une très belle aventure aussi avec Henri. Et c'est les dernières courses vraiment de haut niveau que j'ai faites. Bon, en 2010, j'ai fait les 24 heures du Nürburgring pour Peugeot, enfin pour un projet Peugeot avec des véhicules diesel, RCZ diesel. Ensuite, il y a la RCZ Cup qui a été prise comme base et on a refait un programme. Et en 2013, j'ai notamment fait Bathurst, les 12 heures de Bathurst, et on a gagné les 12 heures de Bathurst dans notre catégorie. Je suis incapable de dire quelle catégorie c'était. 2 litres essence, LTI ou LT1. Je retrouverai tout ça. Mais voilà, j'ai roulé en 2013 pour Peugeot. Et les 24 heures du Nürburgring, c'était une course de dingue aussi, de malade mental. C'est un truc de fou. C'est un circuit que t'affectionnes particulièrement ? Je sais pas si tu peux affectionner ce circuit qui peut être mouillé, avoir du brouillard et être sec en même temps à 3 endroits différents, ou des mecs qui te font cramer des pneus la nuit pour mettre un peu de brouillard en plus, ça sent pas très bon. Au Mans, c'est les merguez. Au Nürburgring, c'est du pneu. On n'a pas la même culture. Mais ouais, il est prenant ce circuit. Il est carrément prenant. Parce que pour le maîtriser complètement, il faut avoir fait une fois les 24 heures complètes. Après, tu dis, ok, je commence à comprendre. Mais oui, ça prend un temps de dingue. En fait, quand on a posé les pieds là-bas, je roulais encore avec Cochet et Alex Préma, qui étaient mes coéquipiers. Alex Préma me dit, j'ai pris 50 secondes à la première journée, au premier roulage. Cochet, il arrive là-bas, même dose. Moi, j'arrive là-bas, même dose. Mais tu te dis, 50 secondes, c'est pas possible. Et puis, c'est juste monstrueux, ouais, 50 secondes. C'est dingue. Et puis, parce que quand tu roules sur le circuit du Nürburgring, le grand, tu empruntes le circuit F1. Donc nous, le circuit F1, on le connaît. Je l'ai fait en Palmer, je l'ai fait en F3, je l'ai fait... Et ça marchait bien, tu vois. Donc tu as des gars qui te gênent avec des vieilles BMW 320i qui sont à moitié en drift. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars, quoi ? Il est posé. Les gars, ils te gênent. Et puis quand tu arrives sur la grande boucle, là, tu comprends pas que le mec, il part. Et puis tu n'arrives à rien faire. En fait, les gars, ils connaissent, ils gardent de l'élan partout. Toi, tu gardes pas d'élan, tu mets le pied sur le frein parce que c'est aveugle. Tu sais pas où tu vas, quoi. Et puis après, tu passes un step, tu gagnes 10 secondes et une nouvelle 10 secondes. Après, tu as un espèce de plateau. Quand tu prends 30 secondes, tu as un plateau à 30 secondes. C'est difficile de descendre en dessous. Et puis, tu refais un autre step où tu prends plus que 10 secondes. Quand tu es à 10 secondes, tu commences à être pas mal. Et nous, quand on a commencé la course, par rapport à l'autre voiture de chez nous, l'autre RCZ, Essence, qui était pilotée par 3 Allemands qui connaissaient le truc comme leur poche, on a démarré, on prenait tous les 3 10 secondes autour. Mais on s'est faufilé au départ. C'était un peu mouillanché. On est passé entre les gouttes. Et on était devant eux. Et au bout de 2 heures, on s'est aperçu qu'on prenait plus que 5 secondes et qu'on arrivait à garder l'écart quand même. Et après, on était compétitif. Et dans la nuit, on roulait comme eux. Et à un moment donné, on a même creusé l'écart. Ça doit être juste jouissif de voir cette progression en si peu de temps, en fait. Ouais, enfin, il faut des heures. Hein, oui, non, mais je veux dire, si peu de temps, c'est 24 heures à l'échelle de... C'est pas monstrueux. Non, mais puis on avait les dents qui traînaient par terre, quoi. Donc, oui, c'est ça, j'imagine, ouais. Donc, on voulait bien faire. Et se passe la nuit complète. Petite anecdote où Préma, il monte dans la caisse. Il dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel et tout. Le mec, il est trempé, tapissé et tout. Je dis, non, j'ai juste transpiré, mec. C'est que de la transpi. Tout va bien. Et il était trempé en 2 secondes. Il était ravi, le Alex. Tu transpires comme ça? Je dis, ouais, je transpire quand je roule. Je me donne, mon gars. Et on fait la nuit. J'ai vu des trucs de dingue. Hein. De nuit, là, à un moment donné, tu roules. Tu vois un drapeau blanc. Tu te dis, il doit y avoir un véhicule au ralenti. Ouais, il y a un véhicule au ralenti. C'est un camion plateau avec 4 voitures posées dessus qui roulent sur le circuit pendant que toi tu fais la course. C'est une blague. Non, tu vois des trucs de malade. Donc parfois tu as des camions plateaux, tu as des camions qui amènent des rails pour réparer le rail. Et là ils te font passer dans l'herbe. Donc ils te font un drapeau jaune sur une zone. C'est eux qui ont inventé les zones de drapeau jaune, comme il peut y avoir au Mans. Je savais pas du tout ça. Ouais, ça vient de là-bas. Donc tu as une zone de drapeau jaune qui est sur 200 mètres. Donc tu arrives à bleu, tu freines, tu t'arrêtes, et là, ils mettent des cônes sur la piste, ils te font passer 2 roues dans l'herbe, 2 roues sur la piste.
Ensuite, on enlève les cônes, drapeau vert. Et là, tu mets gaz à bloc. C'est de la folie. Ouais. Et là, les mecs, ils sont en train de réparer les rails sur le côté. Et puis après, t'as le Ça camion. s'arrête jamais, en fait. Non, ça s'arrête une pas. usine, quoi. Voilà. Et bon, alors ça s'arrête quand il y a trop de brouillard. Là, ils arrêtent les 24 heures. Et tu bois le chocolat chaud chez Mémé. Là, t'attends que ça reparte. C'est souvent là-bas que c'est tout arrêté à cause du brouillard. Mais bon, t'as des trucs de malade. T'es en course, et puis t'as ce camion qui roule avec les gars qui sont debout là-dessus, limite avec leur binouze à réparer le circuit, quoi. Et puis t'as des Porsche qui roulent là. Nous, notre top speed, c'était 226 km/h, je m'en souviens bien. Les Porsche, ils sont à 310 dans la ligne droite, ça déboîte dans tous les sens, tu te fais doubler. On avait un système, là, on avait calculé en l'espace d'1 minute, après on avait extrapolé sur la durée du circuit. On regarde plus de 5000 fois dans les rétros en un tour, des micro coups d'œil. Chaque sortie de virage. 5000 fois. Non, 1000 fois, pardon. 1000 fois. 1000 fois. C'est 5000 déjà- fois, ça veut dire beaucoup. C'est 1000 fois dans le C'est déjà tour. beaucoup, 1000 fois. Ouais, 1000 fois dans le tour. Tu clink, 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 tu regardes tout le temps, tu vérifies. Un tour de exactement combien de kilomètres 20... 27, 28, 27, ouais, 27 bornes, qui se fait en 7 minutes ou 6 minutes 50. Je devrais le savoir parce qu'en plus que j'ai tourné un épisode avec Laurent Urgon, Ouais. le pilote de Renault Sport, qui Ah ouais, connaît qui roule. assez bien le norme. Bien sûr. La Assez RS, bien. ouais, la Mégane, il a dû faire 2-3 tours. Exactement. Ouais, 2-3 tours. Il en a fait 1500, il m'a dit. Oh la vache. 1500. Ouais, il connaît ouais. un petit peu. Ouais. Vite fait, quoi. Ouais, vite fait. Donc voilà, ça c'était mes dernières grandes courses en fait. Ouais, c'était ça avec Peugeot. Et puis après est arrivé. Après j'ai eu d'autres offres de boulot. J'ai fait beaucoup de coaching, beaucoup de spotting et de consulting et de management, notamment en Formula E. Donc là, pour transmettre ce que tu avais pu Mais acquérir en fait au Ouais, fil des mais années. j'ai démarré le coaching en 2003. Ah, donc t'avais démarré il y a longtemps. Dès que j'ai quitté la F3, mon équipe d'F3 m'a demandé de rester, de participer à l'équipe, de continuer à mettre la voiture au point et d'aider les pilotes. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Et j'étais le premier coach en F3 britannique. Ensuite, il y a eu Mark Hines, qui est un gars qui était pilote essayeur chez Williams. Et après, il y a d'autres gars qui sont arrivés. Il y en avait déjà un peu aux US, mais en Europe, il n'y avait pas de coach. Il y en avait zéro. Aujourd'hui, du coaching, il y en a plein. T'as importé le métier, quoi. Et ouais. Et ça, par contre, c'est peut-être pas très humble de dire ça, mais le fait est que j'ai été un des premiers coachs en sport automobile. Si, tu peux en être fier. Ouais, absolument. J'ai coaché j'ai fait la liste des circuits sur lesquels j'avais été et coaché et les disciplines. Et il y a un paquet de disciplines. Voilà. Ça a été aussi bien l'endurance que la monoplace. Principalement de la monoplace. Ok. Principalement de la monoplace. Et ensuite un peu d'endurance en proto avec les Gentleman Drivers qui sont passés chez Jacques Nicolet notamment. Mhm. Mais en monoplace, de la F4 à la F3, à la 3000 européenne, 3000 italienne, 3000 internationale, GP2, Formula Masters, A1GP. J'ai fait beaucoup de A1GP qui était le championnat des nations. J'ai coaché le Liban, l'Allemagne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse. Voilà. Je pense que là, les auditeurs, ils se disent, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Attends, je vais regarder. Ça fait 1h16. Ouais. Et on a toujours pas parlé de Top Gear. Ouais, c'est vrai. Putain, on a parlé que de sport auto. Mais non, c'est trop bien. Ouais. Donc voilà. Et puis après, c'est pointé Top Gear. Ça fait 7 ans. On a terminé d'enregistrer il y a quelques mois la saison 7 de Top Gear. Et j'avais une offre à l'époque. En fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai fait ce casting. C'est un pote qui m'a appelé, qui avait fait le casting. Il me dit, t'as fait le casting pour le Gear? Je dis non. Je crois que vous êtes quand même beaucoup à avoir fait le casting. Si j'ai bien compris. Il y a 250 types qui sont passés. C'est monstrueux. Hein. Ouais. Et j'ai dit non, je suis même pas au courant qu'il y a un casting. Il m'a dit, attends, j'appelle la nana, parce qu'ils ont toujours pas trouvé, ils galèrent et tout, il faut qu'ils choisissent et tout. Je suis sûr que ça serait hyper bien pour toi. Ce copain s'appelle Romain Yanetta. On le salue. Voilà. Et effectivement, il y a une demoiselle qui s'appelle Delphine Benatar, que je salue aussi, qui m'a appelé, qui me dit, il faudrait que je vous voie demain. Je dis, non, ça va être compliqué, je suis en Australie là. Ah bon, quand est-ce que vous rentrez? La semaine prochaine. Ok. Il faut que je vous voie la semaine prochaine. Donc j'ai été faire un casting pour la première fois de ma vie, même si j'avais fait du consulting sportif pour Eurosport, pour d'autres chaînes, c'était vraiment du consulting sportif, Ouais. c'était des commentaires de course automobile. Donc me voilà faire un casting avec une demoiselle en face de moi qui met 3 caméras en route, qui me regarde et qui me pose des questions, puis à un moment donné elle me pose des questions sur la mécanique, elle me demande ce que c'est qu'un différentiel autobloquant. Donc je lui explique ce que c'est qu'un différentiel autobloquant. Elle me dit c'est pas ce qu'il y a écrit sur mon bout de papier. Je dis non, c'est normal, mais croyez-moi c'est ça. Donc voilà, et puis elle m'a accompagné à la porte, elle me dit on se revoit la semaine prochaine, je peux pas te parler là parce qu'il y en a d'autres. Ok. Et donc je lui dis non, la semaine prochaine c'est pas possible, je suis à Prague. Tu fais chier, il faut que tu te démerdes à revenir. Bon, ok. Et puis j'ai fait la deuxième partie qui était sur circuit, où on m'a demandé de savoir si je pouvais conduire vite et parler en même temps. C'était une petite Lotus Elise, c'était pas trop compliqué de parler en même temps que de conduire vite.
Et voilà. Et puis. Ils avaient tout de suite en tête le fait d'avoir différents profils, le profil Non. un peu pilote. Non, ça s'est fait Ah comme non, ça. Ils ont vu 250 gars. Ouais, ils n'avaient pas de. Non. Ok. Ça s'est fait au fur et à Ça s'est mesure. construit comme Ouais. ça en fait. Ouais, absolument. Et puis la troisième étape, on était 5. Et puis assez vite, Tone est venu me voir et m'a dit, moi, faut que je sois copain avec toi parce que t'es le pilote, c'est sûr, tu vas être pris. Donc je suis ton pote. Et puis Philippe, Tone et moi, on s'est bien entendu tout de suite. On s'est retrouvés un peu tous les trois collés, naturellement. Et les deux autres un peu moins. Et puis c'est parti comme ça. On nous a appelé, enfin moi on m'a appelé quelques semaines après en me disant voilà, t'es choisi. Le salaire c'est tant. C'était pas grand chose, vraiment. Et à côté, j'avais une offre pour devenir manager d'une équipe de Formula E. Mhm. Et l'offre pécuniaire était bien plus intéressante. Et donc, je me suis longtemps posé la question de savoir quoi faire. Et puis aussi, il y a un aspect qui me faisait un peu peur, c'est l'aspect notoriété. Alors, heureusement, j'en subis pas trop de conséquences parce que un coup, j'ai les cheveux longs, un coup, j'ai les cheveux courts. Les gens me reconnaissent pas trop. Un coup, je suis rasé, un coup, je suis pas rasé. Pourtant, il y avait une dizaine de personnes qui t'attendaient en bas. C'est quand pas je suis vrai. C'est pas haut de mentir. Et puis, je suis habillé un moment un peu cool, un moment un peu moins cool. Enfin, voilà, j'ai pas toujours le même look. Alors que Tone, il est quand même vachement visible, tu vois. C'est vrai. Puis il s'habille fluo et couleur rouge et jaune tout Il y le a des temps. panneaux de signalisation. Ah, il y a les panneaux. Ouais. Donc, tu vois, il est visible de loin, mais il aime bien ça. Donc moi, j'en pâtis pas trop de ce truc-là. Bon, après, il y a des aspects positifs aussi à la notoriété. C'est hyper agréable d'avoir des gens qui viennent te parler et te dire ouais, j'aime bien l'émission, je la regarde, c'est cool ce que vous faites, qui te parlent un peu de bagnole et tout ça, c'est très sympa. Donc, voilà. Et donc, j'ai démarré cette aventure il y a 7 ans, qui est hyper cool et qui continue. Pas de regret par rapport à ce contrat en Formula I que tu n'as pas... Non, j'ai pas de regrets en général dans la vie. Puis j'ai bossé en Formula I après à côté, avec DS Techeetah, qui a gagné le championnat 2 fois. Donc j'ai participé à la construction un petit peu de cette équipe, pas de DS, mais de Techeetah. Je suis à la base de cet élan-là. Et donc, non, j'ai pas de regrets. Le seul regret sportif, c'est de pas être parti au Japon. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Ouais, mais après, pour rien au monde, je changerais ma vie parce que le sport automobile, ça m'a fait découvrir tellement de choses, fait vivre tellement de choses et de belles aventures et d'émotions complètement dingues. Et j'ai fait le tour de la planète, un peu trop parce que il y a 2 ans, j'ai fait 120 vols, dont 35 longs courriers. Parce que j'ai bossé pour Citroën dans le championnat du monde des rallyes pendant 3 ans. Et ça, c'était une aventure magique avec une équipe magique. Je leur dis tous bonjour s'il y en a qui écoutent le podcast. Tu as bossé de quand à quand ? J'y ai bossé de 2015 à 2018. Non, de 2016 à 2019. Une équipe magique, des gens magiques, une discipline incroyable. Voilà. En une année, tu fais Argentine, tu repars en Europe, tu fais Estonie, bam, tu repars au Chili, bam, tu repars en Finlande, au Japon, en Australie. Voilà, j'ai fait. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans le team ? Je faisais une émission en live sur la page Facebook de Citroën Racing, Citroën France, Citroën Monde, Citroën Turquie. Enfin, tous les Citroën, donc il y a 1,5 million d'abonnés, et donc je faisais une émission en live avec une caméra en live 2 fois par jour, le midi à la moitié de la journée, en spécial. On allait faire des reportages en spécial, on les mettait dans l'émission et je présentais l'émission, j'envoyais les sujets et je faisais des interviews en direct d'Ogier, de Chris Meek, de Steph Lefebvre, enfin voilà. C'est sûrement dû aussi à maintenant le fait que tu sois à la télé. Peut-être qu'ils ont vu ce lien. Alors, ils ont vu ce lien, mais c'était surtout, ils avaient un truc, ils voulaient faire une émission en français et en anglais en même temps. D'accord. Et donc, comme il se trouve que je parle les 2 langues, c'est ça qui a fait qu'ils se sont tournés vers moi. Voilà. Entre autres, oui. Bon, il n'y a pas que ça, j'espère quand même. Non, il voulait aussi un œil novice ou un œil non professionnel du rallye, mais avec des connaissances quand même. Avec des connaissances techniques et avec des connaissances sportives. Donc un gars qui comprenne ce qui se passe, mais qui débarque un peu dans le rallye, qui dit ah putain il y a ça, putain regarde comment on change sur la voiture, oh putain on est en version asphalte, on passe en version terre, donc là ils changent la barre anti-roulis, ils font ci, ils font ça. Donc voilà, il voulait du contenu qui soit quand même technique parce que ça s'adresse quand même à un public passionné. Donc il fallait quelqu'un qui sache de quoi il parle, mais en même temps il voulait toucher un public un petit peu plus large en ayant un gars qui soit novice dans la discipline. Pour revenir juste à Top Gear, parce que je sais qu'il va avoir ces questions. Qui vont apparaître. Non, on n'a pas parlé beaucoup de Top Gear, désolé les gars, mais si on va parler. Qui est le Stig ? Allez vous faire foutre. Non, je comptais pas poser cette question-là. C'est quoi un peu ? Est-ce que tu as des anecdotes qui te viennent en tête quand on parle de Top Gear ? Je pense que tu en as plein. Ouais.
Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment marquantes? Des galères peut-être, hein? Non, pas des galères, non, j'en ai 2-3. Tone qui meurt, enfin qui a 2 doigts de mourir chaque année, au moins une ou 2 fois. Donc là, il faut plus parce qu'il a 9 vies, c'est comme un chat, il a cramé sa 8e l'année dernière, donc la prochaine, il est mort. Tu vois, je me souviens, une petite Porsche Boxster au Portugal, on roule un peu vite, je le chauffe un peu, puis lui, il se chauffe tout seul. Donc il met un peu gaz sur les feuilles d'eucalyptus sur le côté, il fait une équerre, il y a un ravin qui est avec des eucalyptus à côté, il a failli mourir. En Turquie, à un moment donné, pas en Turquie, pardon, en Azerbaïdjan. On est dans un parking souterrain et on a des espèces de petites caisses avec un pont rigide à l'arrière. Et donc, ça fait du drift tout le temps. C'est des petites caisses, des microcars avec un moteur de 1300 Hayabusa dedans. Donc la moto. Ouais. Et du coup, on fait des grands drifts. Et puis là, il a failli mourir. Il a failli taper un poteau, un truc de dingue. Non, j'ai beaucoup d'anecdotes avec Tone, aussi celle malheureusement. Et je te dis encore pardon, mec, si t'entends ça, mais on a fait un tonneau par l'avant en Jordanie. Dans la précipitation du tournage, il y avait une tempête de sable. Philippe a eu le hockey. Pardon Philippe, je suis désolé de te raconter cette histoire. Mais comme il avait le hockey, il voulait plus tourner parce qu'il disait je vais pas réussir à parler. Ça se comprend un peu. Et du coup, il dit je rentre à l'hôtel. Mais la prod insiste lourdement pour qu'il fasse quand même quelques plans sur un chameau. Donc se passe une bonne heure et demie de négociation. Pendant ce temps-là, nous on fait des plans. Et là, ils appellent. Philippe dit ok, je fais 2 plans sur un chameau. Et là, ils appellent une partie de la prod, des cadreurs. Donc, il n'y a plus beaucoup de gens avec nous, pas le temps de faire de repérage, on est en mode précipitation, ils me disent passe en haut de cette dune. Je passe en haut de la dune, on passe de l'autre côté, c'est un peu chaud, et là, ils me disent passe un peu plus au sommet, un peu plus sur la gauche. Là, il y a un mec qui lève un bras derrière, je dis mais attendez les gars, vous êtes marteau, vous ne mettez pas derrière, je sais pas où je vais, donc vous dégagez tous, mettez sur le côté, et où est-ce que je vais exactement? Pas le temps de repérer, j'avais mis la caisse en 2 roues motrices en propulsion pour pouvoir faire du drift dans les dunes, pour pouvoir faire des belles images, j'oublie de remettre en 4 roues, quand j'arrive là-haut, j'arrive avec un peu plus de vitesse, je laisse un peu de gaz, donc les roues arrière propulsent un peu le haut de la voiture vers le haut. Le nez se met dans une poche de sable, s'enfonce, et là on fait un tonneau par l'avant, la caisse était pas ressauter. La vache. Donc Tone entorse cervicale, moi je me défonce, je me casse pas la clavicule, mais je me la décolle, en fait elle se décolle un peu de l'os, un peu bobo. On est sous la caisse qui est écrasée, les vitres... la vitre avant pétée et tout ça, mais on peut pas sortir par la vitre avant. Le pont cassé avec toute l'huile chaude qui me coule entre les oreilles et qui descend dans le froc et machin. Tone qui a la ceinture qui arrive pas à descendre. Alors je lui défais la ceinture, je fais attention Tone, ça va tomber. Il tombe, les gars qui arrivent en courant qui disent fermez les yeux, on va casser les vitres. Ils pètent les vitres, ils sortent Tone en le tirant par la chemise. Moi je sors aussi. Et, et je me souviens de nervosité sans doute, parce que j'avais quand même un peu mal au bras, Tone avait un peu mal à la nuque. Là, le réalisateur, il dit les gars, on peut faire un plan? Je dis bah ouais, carrément, on fait un plan. Et on s'assoit les deux à côté de la bagnole qui est retournée, écrasée. On est cul dans le sable. Moi, j'ai mon t-shirt, il est rempli d'huile chaude et tout pourri. Et là, Tony m'engueule. Mais pour de faux, mais il m'engueule un peu de vrai, ouais. Et moi, juste à la fin de cette scène, mais j'ai pris une crise de fou rire mémorable. Et ensuite, on est allé dans un hôpital jordanien. C'était sport? Ah ouais, c'était sport, et du sang par terre et tout. C'était la folie pour nous. Je sais pas pourquoi ils ont voulu me faire une prise de sang. Et on a appris après qu'il y avait des gars de l'armée, qu'il y avait un hélicoptère qui était passé au-dessus du site, parce qu'apparemment, ils ont cru qu'il y avait eu un pseudo, ils ont entendu accident, mix moitié attentat, machin. Il y avait branle-bas de combat de l'armée jordanienne qui débarquait sur le site, mais non, on était déjà partis. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Elle est pas mal celle-là quand même. Ouais, elle est pas mal. Et puis aussi en Jordanie, juste avant, on a pris une énorme pluie diluvienne qui nous a bloqués sur un bout de route. On est resté coincé 2h30 sur ce bout de route. Derrière nous, il y a eu un bus avec 12 personnes qui ont été emportées et qui sont malheureusement plus là. Et on était resté coincé sur le bon bout de route, quoi. Et on a été coincé avec des rochers, du sable, plein de cailloux qui ont bloqué la route. Et on a, après d'avoir été bloqué pendant une bonne heure, sans bouger, il a fallu 1h30 pour qu'on déplace les cailloux, les rochers, qu'on déblaye la route pour pouvoir continuer notre chemin. Moi j'étais en caleçon en train de déblayer, toute l'équipe était en train de déblayer, c'était sport. Et c'était un bon souvenir aussi. Donc même si c'est de la télé, ça reste une aventure quand même. Hein. Ah oui, il y a par moments où c'est une aventure. Les road trips par moment peuvent devenir une aventure. C'est ça qui est bien. C'est pas facile à produire. Ce bout-là, il n'était pas prévu parce que en fait, tout est scripté. Bien sûr. La vérité, c'est que tout est scripté. Bien sûr. Donc Tone, quand il tombe dans un chandri au Japon, désolé les gens, et la télé, et le chandri, on savait où il était. Tone, il fait sa cascade, c'est calculé.
tout est scripté. C'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Quand tu as des tels budgets, etc. Voilà, mais tu peux pas prendre le risque de ne pas scripter sûr. un truc. Tu peux pas dire on va rouler au Japon puis on va attendre qu'il se passe un truc. C'est pas possible. Donc beaucoup de choses sont scriptées, mais parfois tu as des éléments qui se déchaînent, tu as une panne mécanique, moi en Écosse, à un moment donné, là les gens se sont dit c'est bidonné. En Écosse, je roule le matin, il y a quand même une roue qui s'arrache avec ma M3. Je dis attendez les gars, vous avez desserré la roue, dites-le moi, c'est pas un problème. Non. Donc me voilà avec la caisse posée sur le bord de la route, sans roue, à récupérer des boulons en marchant sur la route. Tu vois, et malheureusement, on peut pas tout choper. Donc il y a des bouts qui sautent au montage, ou il y a des bouts qui sont pas filmés parce que tu faudrait toujours être dans la spontanéité du truc. Bien sûr. Mais t'as pas toujours les moyens techniques de l'être. Tu vois, quand tu roules en convoi, qu'il y a 15 bagnoles, que le réal il est 3 bagnoles devant, même s'il a sa cam à la main, s'il se passe un truc derrière, ça peut pas être complètement spontané. Mais par moment, on a la chance que ce le soit. C'est une équipe de combien de personnes, Top Gear France? Alors, ça a diminué l'année dernière, Ouais. parce que les budgets ont diminué avec l'année Covid, mais parfois, on a été jusqu'à 35 en road trip. Les plateaux, il y a 80 personnes. Faut l'imaginer ça quand même. Ah ouais, en road trip 35 au Japon, il faut être séparé, faut être réparti dans différents hôtels quand t'es dans la Pampa. Le Pérou, pareil, t'es dans plusieurs hôtels. Non, ça fait une grosse belle Au équipe. niveau logistique, c'est quelque chose quand même. Ah oui. Ouais, c'est quelque chose. Et le fait est que plus t'es en grand nombre, plus c'est difficile de produire dans la spontanéité. Donc, il y a toujours un dilemme entre tu vois, que tout soit bien assuré, que même la sécurité, il y a des endroits où c'est un peu chaud, tu vois, où on va. L'Azerbaïdjan, tu fais pas n'importe quoi, n'importe où. Donc, il faut qu'il y ait du monde, et puis en même temps, il faut pas être trop nombreux pour que ce soit toujours dans l'instant. Pour finir un peu ce podcast, parce que je pense qu'on pourrait rester dans le fleuve et en parler encore pendant des heures de Top Gear ou même de plein d'autres sujets. Ouais, la vie. Tant ta vie est riche. Pour revenir un peu à toi perso, on en parlait un peu en off, ta voiture, enfin tes voitures et ce que tu aimes dans l'automobile, ta vision de l'automobile, qu'est-ce que tu préfères? Je crois que tu allais me parler des femmes. C'est compliqué en ce moment. Non, c'est pas compliqué, c'est limpide, mais bon. Parlons des voitures. En fait, j'ai fait un partenariat avec Toyota France qui m'a gentiment prêté une Supra et que j'ai transformée dans beaucoup de points. Et il y a encore quelques modifs qui arrivent cette semaine et elle sera finie à la fin de la semaine dans sa version définitive. Et voiture que j'ai fini par acheter à Toyota France. Donc c'est plus un partenariat, la voiture est à moi. Bientôt, pas encore, mais c'est en cours. Parce que j'ai fait tellement de modifs dessus qu'il y Ils en veulent plus. Non, c'est pas ça. Mais à l'origine, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont dit D'accord. fais ce que tu veux avec. C'est une voiture qui est faite pour être modifiée. Fais ce que tu veux. Donc on leur aurait remis en version totalement normale parce qu'on a gardé toutes les pièces d'origine, à savoir les amortisseurs, les ressorts, les roues, l'échappement. Tu disais qu'elle était posée en plus. Là, elle est posée par terre. Elle est vraiment très basse, un peu trop basse. Donc voilà, donc j'ai cette Supra qui je voulais pas jaune, mais en fait cette voiture, j'ai pas mal communiqué sur les réseaux sociaux avec. Les gens à Saint-Tropez savaient où j'habite. Il y a des gens qui viennent en bas de la maison pour la prendre en photo. Et elle est reconnue comme le loup blanc. Il y a plein de gens qui me font des coucous. La voiture est plus connue que moi, quoi. L'autre jour, je suis allé à la plage et il y a des gens qui étaient autour de la bagnole en train de prendre des photos. Je remonte dans la caisse. Elle est vraiment bien, Bruce, ta caisse. Ouais, sympa, ok, merci. Et voilà. Donc j'ai cette Supra qui est cool. Que je vais garder encore un temps, mais que je pense que je revendrai pour pas perdre de sous dessus, mais qui est vraiment chouette. Puis je sais pas ce que je ferai après dans les sportives, mais là j'ai un autre projet que j'ai déjà démarré. J'ai acheté un Toyota FJ Cruiser. Donc le 4x4. Le 4x4, qui a été construit de 2006 à 2016, qui est toujours construit aux Émirats, qui est un pur 4x4 hyper chouette franchisseur, mais qui a un look vachement néo-rétro. Et je veux faire un gros custom avec. Au Japon, il y en a des très beaux. Aux US, il y en a des très beaux. Donc voilà, là, il a déjà reçu une ligne d'échappement. Il a reçu toutes les pièces en dessous, les barres anti-roulis. J'ai dit barres anti-roulis 10 fois dans l'émission. Je pense, ouais. Ouais. Non, si ce n'est plus. Ouais, toutes les biellettes, les triangles, les machins qui viennent de chez Hard Race Europe, qui est un partenaire. Des jantes en 20 pouces, des pneus, on va voir ce qui arrive là. Et puis voilà, il va être peint beige sable, le toit blanc d'origine, tous les plastiques neufs qui viennent des US. C'était un vrai casse-tête pour retrouver toutes les pièces. Enfin, tout est dispo aux US, mais de faire tout trimballer en période Covid, c'est pas évident. Et on a tout ramené, tout est prêt. Il faut juste que je le dédouane, parce que là, il est en cours d'homologation, il est homologué, contrôle technique est passé. Donc voilà, donc j'ai un FJ Cruiser qui va être mon daily
dans pas longtemps. Et puis après, je sais pas. J'adore le nouveau Ford de Bronco. Ah oui. Il est hyper beau. Et comme j'ai des enfants et que je peux avoir, je dis potentiellement, je pourrais avoir une compagne qui a aussi un fils. On a besoin de place. Donc voilà, ça c'est du perso. Donc le Bronco te fait de l'œil. Ouais, le Bronco me fait de l'œil, ouais, mais j'y suis pas encore. Il va falloir bosser parce que comme tout le monde, l'année Covid a été hyper difficile. On a tous joué le jeu dans Top Gear en prenant pas beaucoup de sous pour que l'émission puisse continuer à vivre. J'ai pas eu beaucoup d'autres activités en dehors de ça parce que Citroën s'est arrêté et puis pendant le Covid c'était difficile de trouver d'autres boulots. Donc ouais, l'année a été hyper compliquée d'un point de vue finance comme beaucoup de gens et je me plains pas parce que j'imagine que c'est bien pire pour beaucoup d'autres gens qui ont vu leurs activités s'arrêter complètement. Et du coup, on va attendre un peu. Mais pour l'instant, j'ai des voitures et puis mon FJ, il est très bien. Donc, je fais les modifs tranquillement. Je suis impatient qu'il soit passé en peinture. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part d'avoir un beau FJ ? Pour la suite, écoute, je vais reprendre la compétition automobile cette année. Et finalement, le projet ne se fait pas parce que les partenaires n'ont pas pu suivre. Je devais faire la Road to Le Mans de nouveau en Le Mans Series en LMP3 parce que j'ai fait quelques courses l'année dernière. Mais finalement, c'est un peu la recherche de la performance, ça. Et l'année dernière, quand j'ai roulé, curieusement, j'étais dans une nouvelle équipe, sans réglage. On a posé la caisse par terre. Et la deuxième séance d'essai que j'ai fait, j'étais tout de suite dans le coup. Mais dans le coup pour le coup, et il y a quand même du niveau. Et du coup, ça m'a fait un peu... Et puis, la dernière course de l'année, en Ultimate, on l'a gagné. Voilà. Donc, et curieusement, ça m'a fait un peu l'effet inverse. Plutôt que de me motiver à reprendre et me dire, putain, je l'ai encore, et il faudrait que j'en profite et puis que je fasse. Je me suis quand même battu beaucoup pour ma carrière tout du long, et c'est très bien. Mais finalement, je me dis, à quoi bon ? C'est un peu triste, hein, mais c'est pas triste du tout. En fait, c'est une nouvelle étape. La compétition pour la compétition. T'es passé à autre chose, quoi ? Je suis passé à autre chose. Et ça s'est fait là, il y a peu de temps. Ça s'est fait ces derniers mois. Après, j'ai toujours l'envie de faire des trucs. Tu vois, je crève d'envie de faire le Paris-Dakar. Deuxième fois qu'on passe le message. Ouais. S'il n'est pas entendu, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien monter un projet pour pouvoir faire... mince. Ah bah, dis donc. C'est la vieillesse. C'est le Covid qui a fait des séquelles dans le cerveau aussi. Pour faire Pikes Peak. Ok. J'aimerais beaucoup faire Pikes Peak. J'aimerais bien, tu vois, dans Top Gear, je devais essayer un véhicule électrique, le véhicule le plus rapide sur le lac Salé électrique, donc pour passer les 500 km/h. J'aimerais bien faire ça. Voilà. Bon, après, j'ai clairement encore besoin d'adrénaline, si tu veux. Je fais du parachutisme, mais là, j'ai envie d'avancer un peu. C'est le perso qui prend un peu le dessus sur le reste. Je pense que le Covid a fait un peu peut-être cet effet à pas mal de gens. Ça a peut-être accéléré pas mal de choses dans leur vie professionnelle ou personnelle. Et je remets en perspective, ça que tu veux dire, ce qui est le plus important pour toi. Ouais, exactement. J'aimerais bien construire un peu plus ma vie perso, qui a été complètement aux dépens de ma vie professionnelle pendant ces 10 dernières années. Donc heureusement j'ai 2 très très beaux enfants qui sont à la maison et qui m'attendent. Je vais rentrer demain soir les retrouver, et ça c'est magique. Donc la priorité étant à mes enfants, mais voilà, on a tous besoin j'ai aussi besoin d'une famille et tout, donc voilà, j'essaie de rattraper le coup avec mon ex. Le message est passé, pas de rattraper le coup en fait, je l'aime profondément et la vie fait qu'on a été de nouveau séparés un peu par ma faute, et c'est aussi un message comme quoi il faut trouver un équilibre dans la vie. Voilà, Top Gear c'est génial, la course automobile c'est génial, je vis ma passion et j'ai une vraie chance de vivre ma passion dans tous les domaines dans lesquels je la vis, à savoir la compétition, le management, la télévision ou les médias. Mais quand on est absent 7 mois de l'année par an, c'est au détriment de la vie perso. Faut trouver un équilibre, quoi. Et j'ai 42 ans, bientôt 43. Je sais pas pourquoi un 43 c'est la maturité, je suis sûr. Donc voilà, si on me souhaite quelque chose, c'est de trouver cet équilibre-là. Sur ce beau message, je pense qu'on pourra pas faire mieux. Ok. Merci beaucoup. Et merci à toi beaucoup de m'avoir accueilli, et c'est génial de faire ce podcast. J'adore ce moyen de communiquer qui est vraiment cool. J'ai commencé depuis que tu m'en as parlé. C'est vrai ? Ouais. T'as commencé à en écouter ? Ouais. Eh ben écoute, si j'ai converti Bruce Joigny, je suis très fier. Non, merci beaucoup et puis à très vite. Ouais, merci à toi. Ciao Bruce. C'est super cool. Ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Lucien qui écrit « C'est la première fois que je rédige un avis sur Apple Podcast pour remercier et encourager son auteur. C'est bien la preuve que ces épisodes touchent les passionnés pour prendre le temps de le faire. Merci pour ce contenu de qualité, tu fais un travail remarquable, continue sur ta lancée. » Lucien, j'imagine que ce n'est pas Thierry Vigneault-Boiserie qui se cache derrière ce commentaire. Dans tous les cas, c'est juste génial, merci beaucoup. C'est fou de sentir qu'on a un tel soutien et croyez-moi, ça donne des ailes. Donc oui, je vais continuer sur ma lancée. Merci Lucien, puis merci à vous tous. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes précédents, ceux que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.